Donc bonjour à toutes et tous. Donc merci d'être venus, déjà aussi nombreux, malgré le beau temps parisien pour une fois. C'est sympa de venir vous enfermer avec nous. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 épisodes de Black Mirror. Donc, je pense que vous êtes déjà au courant. Donc il y aura Archange ou Archangel, Men Against Fire qui s'appelle Tuer sans état d'âme en français et White Christmas qui est blanc comme neige en français. Donc pour en parler, hop, nous sommes avec Aurélien Fache, qui est donc artiste et ce qu'il appelle alternate designer. Je ne sais pas si vous pouvez nous l'expliquer en juste 3 mots. Oui, c'est l'idée d'imaginer des holopaysages, donc des expériences le jour où l'informatique va fusionner avec la réalité. Voilà. Internet designer, alternate designer, vous allez mieux comprendre après au bout d'1 heure et demie. On espère. Du coup, juste à mes côtés, Lisa Douk, vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie et maître de conférences en psychopathologie à l'université de Rouen. Et vous sortez un livre. Oui, merci Perrine. Voilà, donc je sors un livre sur l'entretien clinique à distance en visioconférence. Et l'objet de mes recherches, c'est le champ de la cyberpsychologie, qui est un champ émergent et qui concerne justement toutes les technologies numériques. Et à ma droite, William Eldin, qui est PDG du studio d'innovation 22, qui est spécialisé entre autres du coup, dans la production de contenu en réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Et vous travaillez notamment avec Netflix. Oui, bonjour à tous. Ouais, on est 50, on est à Suresnes, on a été créé il y a 2 ans, on bosse sur du virtuel, de l'intelligence artificielle et de plus en plus de neuro. On va en parler aussi. Plein de choses. Donc la réalité virtuelle, vous en devez en avoir entendu parler ces dernières années, notamment avec tous les casques qui sont arrivés, que ce soit Oculus, le Vive de HTC, le PSVR de Sony, etc. C'est aussi un outil, entre guillemets, qu'on retrouve dans plusieurs œuvres de pop culture. Récemment, je pense que vous avez vu Ready Player One au cinéma. Il faut savoir que c'est pas pour autant une technologie qui est nouvelle. Dès les années 80-90, on en parlait, on le voyait dans des œuvres de fiction, avec par exemple tout le mouvement cyberpunk, il y a les films Matrix, Tron. Puis dès les années 90, vous avez les premières réalisations vraiment concrètes, notamment le Virtua Boy de Nintendo, qui était l'un des premiers outils de réalité virtuelle. Donc ça a été relancé vraiment dans les années 2010. Et Black Mirror donc, va encore un petit peu plus loin. C'est un espèce de miroir déformé de la réalité qui grossit en fait l'usage des nouvelles technologies dans nos sociétés. Il présente les dérives qui sont possibles avec la technologie donc, de réalité virtuelle, mixte ou augmentée. Mais est-ce que c'est si éloigné finalement de la réalité? C'est ce qu'on va essayer de deviner aujourd'hui. Donc, bienvenue. Donc pour commencer, on va faire un espèce de petit état des lieux, entre guillemets, sur la réalité virtuelle aujourd'hui. Je vais parler de réalité virtuelle, en réalité c'est réalité virtuelle augmentée et mixte à chaque fois. Donc en 2017, il faut savoir qu'il y a 346 000 casques Oculus qui ont été vendus, 550 000 HTC Vive et 2,6 millions pour le PSVR de Sony. C'est des chiffres qui peuvent paraître assez importants. Si on compare par exemple avec des consoles de jeux vidéo, ça reste relativement faible. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière à l'entrée sur le prix, déjà. C'est quelque chose de cher. Dans le gaming, on a l'impression que ça s'oriente de plus en plus, un peu comme le volant à l'époque, quand c'était sorti, les jeux de rallye. Voilà, c'est un accessoire qu'on rajoute en plus. Et quelques jeux sont compatibles de plus en plus, mais il y a aussi une attente de contenu qui est en train de monter petit à petit. Ensuite, plutôt dans la partie industrie, là aussi, il faut péter les codes, c'est un peu à l'ancienne, et donc du coup, il faut, former, leur expliquer vraiment qu'est-ce que ça peut leur apporter, réduire le temps, réduire l'investissement, et puis leur faire acheter aussi tout ce genre de matériel. Et il ne faut pas oublier aussi que pour un Oculus ou un HTC, il faut un PC qui tourne, il faut un PC qui ait de la puissance quand même derrière. Donc barrière à l'entrée de prix, barrière un petit peu aussi sur le contenu, qui n'est pas forcément encore hyper développé. Mais ça monte petit à petit. Et puis, après, il y a des espèces de niches de pénétration avec le gaming via le PSVR, là, où combien c'est exactement? 2 millions et quelques? Ouais, 2 millions. Donc ça commence à être pas mal. C'est une techno qui est assez récente, bien qu'elle est âgée déjà, et on en parlait juste avant. Il y a le Laval virtuel en ce moment là, qui existe depuis déjà pas
pas mal d'années à Laval, c'est la percée de la réalité virtuelle et elle est française. Elle existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et ça revient au goût du jour grâce à la puissance de calcul et grâce à tout l'accès qu'on a à toute cette puissance graphique aussi. Donc petit à petit, voilà, ça monte. Est-ce que c'est un escalier avec une grande marche pour aller, on en parlait juste avant aussi, à l'hologramme et à toutes ces choses qui seront sans contrainte, parce que c'est chiant quand même de mettre un casque sur la tête. Et alors quand on se le fait tourner tous ensemble, bah, ça sent pas très bon, les mousses, c'est lourd, etc. Donc c'est un hardware qui est quand même compliqué à transporter, compliqué à passer, et puis ça nous isole. Hein. Ça fait aussi partie d'un renouveau sociétal où voilà, aujourd'hui, partager, c'est vous regarder, c'est sourire, c'est communiquer. Dans mon casque, je suis souvent tout seul. Donc il y a la percée de la réalité augmentée, et tout arrive dans vos portables au fur et à mesure. Donc on va peut-être déporter justement l'usage vers les portables vu qu'on l'a tous dans la poche. Mais les casques aujourd'hui permettent en effet de mieux vivre l'empathie et mieux vivre en fait la scène à 100%, et donc permet de mieux s'immerger. Mais à la fois, il y a beaucoup de contraintes. Et on parle justement souvent de la VR dans l'univers du jeu vidéo, etc. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations aujourd'hui assez massives? C'est vrai qu'au tout début, quand on a lancé 22, l'axe virtuel, où on met aussi augmenté et tout à l'intérieur, on pensait à attaquer plein de secteurs d'un coup. Et en fait, ce qui s'est avéré de plus en plus vrai, c'est que oui, il y a eu une percée dans le gaming, et on voit bien par la vente des PSVR et compagnie et des HTC Vive, mais il y a aussi une grosse percée dans l'industrie, dédicace à David qui est dans la salle et qui s'occupe chez nous de la partie industrielle. Mais c'est vrai, l'industrie commence à être formée, commence à voir qu'elle gagne du temps, que finalement, c'est moins dangereux qu'à d'usage immédiat. Un gros producteur comment on appelle ça déjà? J'ai un trou. Les grosses pales qui tournent et qui font de l'électricité. Des éoliennes ? Voilà, les éoliennes, pardon. C'est hier soir, c'était un peu trop arrosé. Un gros producteur d'éoliennes pour réparer ses moteurs, faire monter des gens à 36 mètres d'altitude avec des baudriers pour les entraîner. La mine de rien, il y en a un par an à qui ça tombe pas forcément très bien. Et pour limiter les risques, on reproduit une éolienne en 1 pour 1 dans une salle, et on lui permet de réparer cette éolienne, comme tout un tas d'autres choses. Vous savez, il y a dans la rue plein de câbles qui sont cachés partout, et ces câbles qui sont cachés partout, imaginez que demain, la personne qui vient réparer la fibre en bas de chez vous, au lieu de percer ou de regarder dans quelle bouche d'égout rentrer, il a en réalité augmenté en fait tout le réseau et tout le plan qui est fait. Donc ça va faire gagner du temps, ça va faire gagner de l'argent à l'industrie, et ça va faire finalement limiter les risques. Donc il y a une grosse percée dans l'industrie en ce moment. Après oui, il y a toujours le marketing et la communication qui s'emparent de ces nouveaux médias avec le wow effect, et c'est souvent aussi... on a failli en souffrir, hein, parce que c'est souvent un espèce d'effet wow, donc tout le monde s'en sert, tout le monde... Voilà, dans les salons, sur les stands, il y a uniquement les stands qui ont un casque de réalité virtuelle qui arrête du monde. Mais en fait, c'est limitant pour nous parce que c'est pas à longue portée. C'est pas fait pour changer les choses. C'est fait pour montrer, pour attirer, pour faire ce wow effect. Et en fait, derrière, il se passe plus rien. Et le projet est abandonné et on repart sur quelque chose d'autre. Donc, voilà, on s'oriente plus vers l'industrie et le gaming maintenant, mais il reste tout un tas d'autres secteurs à explorer. Et au niveau de la qualité des casques, on parlera d'autres choses ensuite, est-ce que ça s'est amélioré, enfin vous qui travaillez là-dessus? Ouais, carrément. Ça s'améliore de plus en plus. Là, il y a le HTC Vive Pro qui vient de sortir, qui a une résolution, alors ils disent x2, mais en testant, on se rend compte. En fait, la réalité virtuelle, on parle de vraiment celle où vous êtes enfermé dans un casque, ça reste que 2 loupes sur un écran. Donc en fait, vous louchez sur un écran avec des pixels à l'intérieur. Et bien qu'on s'approche de plus en plus d'écrans Full HD et compagnie, on reste quand même avec 2 grosses loupes braquées sur des pixels. Donc on voit quand même toujours cette espèce de pixelisation qui vient nous empêcher de s'approcher de plus en plus de la réalité. Après, il y a des marques comme Pimax ou compagnie qui commencent à travailler sur le field of view. Donc c'est vraiment écarter la vision presque comme celle de l'humain, où nous on voit à 220 degrés. Le champ de vision est plus réduit, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. Il est souvent beaucoup plus réduit, donc on n'a pas cette impression de pouvoir regarder de côté facilement déjà. Et en plus de ça, il y a ce phénomène de loop qui fait qu'on voit des pixels.
Donc, mais petit à petit, ça avance. Voilà, on élargit les écrans, on commence à avoir des écrans de meilleure qualité aussi. On allège aussi ces énormes casques, parce que mine de rien, restez 1 heure dedans, vous verrez, vous sortez, vous avez la marque du masque. Donc ouais, ça y va petit à petit. Après, est-ce qu'on ira jusqu'à la disparition, la miniaturisation de ces trucs-là, ou est-ce qu'on changera de technologie parce que l'autre... en train de spoiler mon extrait. Pardon, désolé. Bon, non mais j'arrête là, mais ça progresse bien. Après, de là à avancer très 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 vite, peut-être pas. Et bien justement, on va regarder un petit extrait d'Archangel. Je ne sais pas si c'est possible de le lancer. You like cartoons? Yeah. Yeah? Shimmer and Shine? Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Then you watch that, and I won't be a moment, okay? I just wish for the Dublin gem that Samira sent you to find. That would be cheating. So wrong. You're right. I guess it wouldn't be very fair. And it wouldn't be as much fun as trying to find the gem on our own. Guys, here they are. That's it? Mm-hmm. That's it. So, let's get you all set up. I'll run you through everything, okay? Okay. Feel free to ask any questions. Mm-hmm. This is your parental hub. I'm just pairing it with Sarah's implant. Okay, we're all set. So, this is Sarah's current location, which is here, of course. Oh, look at that. Now, if she ever goes missing, all you have to do is tap here, enter your PIN, and law enforcement is automatically notified. Okay. These are her vitals. Healthy heartbeat. Oh, I see her iron levels are a little low. How is she eating? Man, she's picky. She hates green, so... You might want to think about nutritional supplements. Okay. Du coup, ce que vous voyez dans cet extrait, je pense que vous l'avez vu l'épisode, c'est donc un petit implant qu'on insère à cette jeune fille et qui va notamment servir à lui faire, à lui flouter certaines images, à altérer un petit peu la réalité qu'elle voit. Justement, du coup, vous avez un petit peu évoqué ça. Est-ce que le casque, c'est la seule méthode en fait pour avoir de la réalité virtuelle, ou est-ce qu'on arrive vers des implants comme ça? Est-ce que c'est déjà créé ou pas? Je vais faire peur un peu. J'ai lu une étude il n'y a pas très très longtemps où ils disaient, ils ouvraient, on fait des tests en laboratoire sur des rats. Là, on est en recherche, et on est en recherche très avancée, et vous pouvez le voir sur Internet. Quand vous regardez, vous tapez Arte, reportage sur le cerveau, vous allez voir que, en fait, quand on pense, quand on voit quelque chose ou quand on pense, on a à peu près... Alors, je vulgarise à mort, et puis pour tous les chercheurs, et les docteurs et compagnie, je ne suis pas très technique, mais voilà, quand on pense quelque chose, on a le même schéma de pensée dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a une constellation d'activation neuronale qui se font à peu près de la même chose. Si je dis jaune dans la salle, on a à peu près la même chose et on a à peu près le même message qui sort de notre champ électrique du cerveau. On ne sait pas encore le traiter, on ne sait pas encore le normaliser, on ne sait pas encore faire plein de choses autour de ça, mais ils ont fait des tests sur des rats où ils observent en mettant une plaque en verre juste au-dessus du cerveau et ils font passer... on est sur un quai de gare avec une personne qui arrive de droite et qui va vers la gauche. Et ils ont testé avec 100 rats. Les 100 rats activaient le même schéma neuronal, en fait. Et sur le 101e rat, ils ont reproduit la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils ont fait activer le schéma neuronal d'abord sans lui montrer l'écran avec la personne qui arrivait de droite et qui allait à gauche. Et en fait, on a vu qu'elle avait peur d'une personne qui arrivait à droite et qui allait vers la gauche. Donc ça rejoint tout à fait ça, c'est-à-dire est-ce que par la stimulation de neurones, on arrivera à terme à nous faire visualiser des choses? Oui, mais en fait non, c'est très loin, parce que le cerveau on connaît que dalle, parce qu'on a fait ça sur des rats et c'est très simple, parce que je pense qu'on sera tous plus vivants quand ça se passera, mais voilà, c'est l'imagination encore une fois et le cinéma, et on en parlait juste avant aussi en bas dans le hall, c'est le cinéma lance loin des objectifs imaginaires. Et petit à petit, la technologie, on dirait que presque de manière automatique, on court petit à petit pour monter les marches. Donc la réalité virtuelle, avec les casques en temps 1, mais c'est gros, c'est indigeste et c'est chiant. Petit à petit, la réalité augmentée, on le voit, la puissance de calcul s'améliorant, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir une augmentation tous dans la poche
de quelque chose de virtuel dans le réel. Après, si un jour on arrive à comprendre vraiment le photon, à arrêter la lumière et à pouvoir faire quelque chose de cette lumière, on fait disparaître toutes les interfaces et tout le hardware, plus de téléphone portable, la lumière s'arrêtera devant moi et me dira exactement ce que j'ai besoin de savoir comme information, plus de télévision, elle s'autoportera devant moi, et petit à petit, cette lumière-là, si on arrive à neurostimuler et à nous, automatiquement, par nos yeux, avoir ce phénomène un peu, vous connaissez les HoloLens, c'est les lunettes de réalité augmentée de Microsoft, où il y a un petit écran à l'intérieur, enfin c'est pas un écran, c'est de la projection qui fait style, c'est de la réalité augmentée en fait, et ça peut-être que ça sera dans notre œil de manière automatique un peu plus tard. Alors c'est toujours pareil, toute la technologie, c'est pas de la magie, hein. Donc ça veut dire que vous avez des publications qui sont faites et qui sont publiques sur Internet des chercheurs, donc je vous conseille d'aller regarder les dépôts de brevets, je vous conseille d'aller regarder tout un tas de choses. Mais c'est vrai que voilà, ça trace finalement quelque chose qu'on imagine, et tout ce que l'homme imagine, il a tendance à se battre pour aller le chercher. Donc comment et pourquoi. Quand j'étais en 6e, j'avais peur de passer le bac. Je me disais, putain, le bac, je vais jamais l'avoir, c'est un bordel, c'est super loin, comment on va faire? Et en fait, quand je suis arrivé à mon bac, je l'ai eu, je l'ai eu, quoi. C'était facile. Donc on a tendance, l'être humain d'aujourd'hui, à toujours projeter notre imagination loin et à se faire des scénarios pas possibles, type ce qu'on vient de voir. Mais en fait, on n'est pas juste prêt aujourd'hui, avec notre biologie, notre pensée d'aujourd'hui, à réaliser des choses comme ça. Donc on va y aller petit à petit, comme un peu l'eau sur les rochers, avec l'érosion, on va y aller, et on le fera avec beaucoup d'éthique et d'intelligence, j'espère. Et au-delà des technologies, est-ce que c'est moralement, on va dire, c'est quelque chose qui serait accepté, on va dire, dans la société ou pas du tout? Moralement, moi je suis psychologue, donc voilà, la morale, c'est pas forcément mon truc, mais je veux dire, là, ce qui se pose dans cet épisode, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec la technologie, avec les technologies, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous interroge peut-être en psychologie, sont les usages qu'on en fait, qu'on choisit d'en faire. La technologie, elle est disponible, après on s'en sert comme on veut. Donc là, par exemple, dans cet exemple, dans cet épisode, la maman va utiliser cette technologie quand même assez intrusive, hein, puisqu'on va rentrer quand même un objet pointu dans le cerveau de sa fille de 5 ans à peu près, pour la surveiller, j'allais dire contrôler. Voilà. Et je pense que l'enjeu, il est là, c'est-à-dire que le problème, c'est pas la technologie, c'est finalement le désir des parents de contrôler les enfants aujourd'hui. On peut géolocaliser son ado aujourd'hui avec son téléphone portable sans problème, hein. Je veux dire, là, cette technologie, elle est juste plus intrusive au niveau du corps. Mais la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette technologie? C'est-à-dire, humainement, est-ce que nos valeurs ont changé avec les usages qu'on fait de cette technologie? Alors, j'ai pas de réponse toute faite, parce que je pense que ça dépend. Mais l'idée, c'est enfin, ce qu'il y a vraiment je trouve que ce que Black Mirror apporte dans notre culture d'aujourd'hui, c'est vraiment cette espèce de réflexion et de recul qu'on n'a pas toujours, justement, quand on utilise la technologie. Parce que la technologie, aujourd'hui, c'est le marché qui nous la propose, hein, on voit bien, c'est l'industrie, c'est voilà. Donc le côté éthique, c'est pas forcément la priorité. Mais pour nous, les chercheurs, et particulièrement en psycho, effectivement, on va essayer d'amener des usages plus humanistes et en tout cas peut-être plus réfléchis de ces technologies au niveau éthique. Aurélien Fesch, vous vouliez réagir aussi? Oui, ça reste un médium, hein, donc c'est à nous de nous les approprier. C'est une technologie, nous avons créé des technologies qui, d'une certaine manière, nous redéfinissent la question de l'humanité. Mais ça reste un médium, donc j'insiste que en fait, rien n'est écrit. Donc je paraphrase Alan Kay, mais le futur n'est pas écrit. C'est à nous de le construire. Mais ça reste un médium. Mais effectivement, toutes ces technologies-là sont déjà plus ou moins après maturité. Après, effectivement, c'est une vision un peu dystopique. Black Mirror, assumé. Il y a d'autres formes. On en parlait un petit peu avant aussi. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, il y a des choses bien plus passionnantes que ce que nous montre Black Mirror aussi. Voilà, mais il faut faire attention. Effectivement, il faut avoir un esprit un peu critique, un esprit un peu éclairé. Parce que là, j'ai lu juste par rapport à la réalité virtuelle, une description ou pas, mais dans les mondes virtuels, les problématiques de Cambridge avec Facebook, dans les mondes virtuels, on a absolument, aujourd'hui, c'est des bisounours. Parce que demain, dans les mondes virtuels, on peut savoir exactement ce que tu regardes, ta position, ton rythme cardiaque, etc., etc., bon nombre de données biométriques. Donc on parlait d'éthique, de des années d'expérience en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, en termes de problématiques de données et de captation des données, parce qu'on parle beaucoup d'objets connectés. J'aime pas ce terme-là parce que ça ne veut absolument rien dire. L'Internet des objets, aujourd'hui, c'est surtout des capteurs. Ça capte des données, et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là?
Donc oui, c'est important, cette technologie arrive. On parlait un peu avant des casques. Nous, il y a 10 ans, avec d'autres, on parlait déjà de lunettes en réalité augmentée. On nous prenait pour des fous. Maintenant, Mark Zuckerberg en parle et ils ont une vision, Mark Zuckerberg et d'autres, hein, ils ont une vision non pas sur 5, 10 ans, mais sur 30 ans, 50 ans. Donc quand lui, il parle qu'on aura tous des Ray-Ban, des lunettes en réalité augmentée, ou d'autres, je ne parle pas que Mark Zuckerberg, Google, Facebook, etc., ils vont mettre leurs milliards pour que ça devienne un produit. Après, est-ce que nous, on va l'utiliser? C'est autre chose. Voilà. Après, je conseille aussi quand même de pas forcément de suivre l'actualité des GAFA pour se donner une idée du futur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, quoi. Voilà. Enfin, c'est ce que je fais dans mon court-métrage que j'écris, entre autres. Très bien. C'est intéressant, Lisadou, que vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui était celui de contrôle, justement. Et c'est vrai que c'est ce qui est un petit peu marquant dans cet extrait, au-delà de l'implant, finalement, de l'aspect réalité virtuelle, c'est que cet implant permet de contrôler cette jeune fille. Et du coup, je voulais regarder un autre extrait, qui est celui-ci. I'll surprise you. You're not I listening. can be pretty responsible when pushed. Joe. You can put your feet up, I'll do shoulder ups, Joe, I'll paint the please. house, we'll be like a couple in a DIY act. Joe. We'll be like a family. I don't want it. But it's a baby. Joe. I mean, it's our baby. I know, and it's not easy for me. Well, let's at least discuss this. No, I've made up my mind. Well, I haven't. God, look at you. You're pissed. You drank all night, Beth. You drank all night. Jesus Christ, you're pregnant. Yeah, well, I don't want to be. And I'm not gonna be. You're being a bitch. Stop it. You're being a cold bitch who would kill a kid. No, that's not who would fair. get it torn out because it doesn't suit her plans. Stop, or I'll block you. Don't you dare. No, we can talk tomorrow. Just please stop. Don't you fucking dare. Turn it off! Turn it off, you bitch! Turn it off, Beth! Listen to me, Beth! Turn it off! You turn it off! Turn it off! You turn it off, Beth! Beth! Turn it off! Turn it off! Alors, du coup, il y a une question que je me posais à ce propos, c'est est-ce qu'il y a une différence, entre guillemets, est-ce que la réalité augmentée est forcément synonyme de réalité altérée, comme on le voit là? Question complexe. Altérée, ok. La réalité augmentée, ouais, après, c'est un positionnement en fait, toujours pareil, les points de vue, il y en a des millions, et le point de vue est indépendant à chacun, donc du coup, moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que bien sûr qu'elle sera altérée, dans le sens négatif ou positif, bah, dans les deux, ça va augmenter des choses. Donc oui, forcément, on va pouvoir enlever certaines choses qu'on ne veut pas voir, mais aussi bah, en augmenter d'autres qu'on veut voir et qu'on veut optimiser. C'est compliqué comme question, et puis je préfère donner la parole à mes collègues quand même, parce que je suis plus sur l'aspect techno et pas trop sur l'éthique. Donc c'est pour moi. C'est pour moi. Ouais, tu peux y aller. Hein. Non, mais le terme augmenté, alors il faut faire attention parce que le terme augmenté ne se limite pas à ajouter une information dans son champ de vision. Déjà, aujourd'hui, techniquement, on ne peut faire que ça. Apple, Google, etc. Effectivement, on a les compromis. Nous sommes dans les années 80, voire 70, de réalité augmentée, réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est déjà c'est 5 sens aussi. Donc aujourd'hui, Apple nous permet de rajouter au sens réalité augmentée visuel, mais pas oublier les 5 sens. Donc en termes d'usage, moi j'appelle ça la réalité diminuée, filtrée, bien avant que Black Mirror, parce que quand je parle de réalité diminuée, tout le monde parle de Black Mirror, et les écrits des années 90 qui font appel à ce genre de réflexion. Réalité révélée, filtrée, si demain j'ai un remodelé, filtré, révélé, si demain j'ai un collègue incompétent, je peux le remplacer par une tête de gamin. Si demain je veux quelqu'un qui éventuellement coupe afro, je peux l'avoir. J'ai écrit un court-métrage sur ça, hein. Enfin, je ne l'ai pas encore fini, donc je précise. Si demain vous avez éventuellement pendant
un débat politique, vous avez deux hommes politiques, vous avez éventuellement au fur et à mesure de leur mensonge, vous avez le nez à la Pinocchio qui s'agrandit. Aussi tout ce qui est expression idiomatique, avoir des casseroles au cul, à chaque fois que je vais voir l'homme politique, soit dans ma réalité ou même soit dans les journaux, je vais éventuellement avoir le son des casseroles ou éventuellement voir des casseroles au niveau de ses fesses, quoi. Donc après, le thème reste augmenté, il faut vraiment faire attention, parce que c'est augmented reality en anglais, c'est vraiment l'idée d'augmenter l'intellect, pas au sens ajout, et le terme en français, ajout, quand nous on en parlait déjà il y a 10 ans, reste augmenté, oui, mais on est déjà surchargé d'informations. Non, mais c'est tout sauf ça la règle augmentée, en fait. C'est comment nous allons nous approprier, comment moi j'ai envie de remodeler. Donc peut-être qu'on va en parler un petit peu après. Moi si j'ai envie d'enlever mes pubs, je peux le faire. Si j'ai envie, on parle beaucoup de réalité altérée aussi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de technologie quand on voit le corps des femmes dans les publicités. C'est déjà une forme de réalité altérée. Hein. Parce que si pendant 20 ans, on pense que c'est ça le corps d'une femme, on n'a pas besoin de technologie, je ne sais quoi. Exactement, on est déjà dans une forme de réalité altérée. Donc il faut vraiment faire attention. Donc il y aura le pire et le meilleur. On en parlait un petit peu avant, en fonction de l'humain. Il ne faut pas oublier le facteur humain dans cette technologie-là. Et aussi au niveau sonore, donc on parlait de réalité augmentée. Il y a d'autres surnoms, on parle de réalité augmentée aussi, hallucination consensuelle partagée, cher à William Gibson. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans les vidéos, mais c'est ça, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes qu'aux prémices. Nous allons tous voir, peut-être dans 10-15 ans via des lunettes, un implant c'est une autre question, un petit cochon rose en train de voler au-dessus de nos têtes en fait. Donc ça c'est un peu les promises de Magic Leap. Donc ça c'est hallucination consensuelle, j'espère bien, parce que je n'ai pas pris de LSD. Partagée, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas partagée, la réalité augmentée que nous propose Apple, mais on y va, c'est vraiment l'idée. Il y a aussi le terme LSD. Alors, sans prise de LSD et compagnie, c'est vraiment l'idée que je vais pouvoir remodeler ma réalité. Donc il faut vraiment faire attention. Et au côté audio aussi, je ne vais pas oublier, si dans une soirée, il y a trop de sons ambiants, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je peux mettre en sourdine l'environnement sonore et mettre en exergue la discussion que j'ai avec quelqu'un. Donc voilà, chez Facebook, ils appellent ça le full AR. Mais sur 20 ans, hein, je précise encore une fois, Mark Zuckerberg et surtout ce qui autour de Mark Zuckerberg, Michael Abrash, que le directeur scientifique appelle ça, et il y a des écrits encore une fois des années 80, c'est pour ça que là on en parle un petit peu vis-à-vis de l'imaginaire. Si vous voulez avoir une idée d'un des futurs possibles de réalité augmentée, la réalité virtuelle, lisez la science-fiction, bien avant Black Mirror. Donc voilà, donc après effectivement c'est quelque chose de passionnant parce qu'aujourd'hui ça vient, c'est plus des fantasmes. Aujourd'hui, on n'en est qu'au stade du mobile, mais rendez-vous d'ici 10-15 ans, peut-être qu'on aura tous des Ray-Ban. Après, encore une fois, c'est à nous de nous approprier le médium. Hein. Donc, ne regardez pas forcément ce que font les médias. Aujourd'hui, pourquoi on a arrêté Virtual pour augmenter? Parce que justement, ils nous offrent des outils de développement pour que nous, on s'empare, qu'on crée des usages. Mais voilà, c'est pas aussi simpliste que ce que montre un petit peu parfois Black Mirror, ce qui est aussi passionnant. Donc voilà, donc le terme réalité augmentée est à prendre avec des pincettes. Juste utiliser le terme réalité améliorée ou réalité remodelée et vous allez éventuellement mieux comprendre ce qu'on peut faire avec ce médium-là. Il y aura le pire et le meilleur, hein, parce que là je ne vous ai pas parlé du pire, c'est un peu le cas dans Black Mirror, mais bon. Je vais réagir et puis répondre par rapport justement à ce rapport à la réalité d'un point de vue psycho et peut-être un peu philosophique, c'est-à-dire finalement la réalité, je pense qu'on y est tous confrontés, ça fait partie justement de la vie et pour grandir, il faut se confronter à la réalité. Alors la question de fond, c'est est-ce que justement on fuit cette réalité, on va créer des outils qui nous permettent d'éviter les choses qui nous angoissent, exactement comme dans Archangel, hein, la maman qui choisit de flouter les chiens qui font peur à la petite fille, ce qui fait que quand elle est adulte, elle n'est absolument pas préparée à affronter ses peurs. Et je fais le lien avec justement un des usages de la réalité virtuelle. Il faut savoir que depuis 2003, donc c'est quand même assez ancien maintenant. Alors c'est au Québec, hein, mais il y a un laboratoire de cyberpsychologie qui a une voûte en fait immersive, donc bien avant les casques. Hein, il y a aussi les voûtes. Ce sont des pièces où on rentre, on a 6 écrans et on porte des lunettes qui ne sont pas exactement comme les lunettes de réalité virtuelle puisqu'on voit sur le côté. Et bien donc moi j'ai un collègue avec qui je travaille, le professeur Bouchard, qui dirige ce labo et qui l'utilise en fait pour aider les gens à faire face à leurs peurs. Donc principalement pour des phobies. On utilise la réalité virtuelle. Donc, je vous donne un exemple très simple. L'arachnophobe, hein, celui qui a peur des araignées,
eh bien, on va l'exposer. Donc, c'est une approche particulière en psychothérapie. C'est la thérapie cognitivo-comportementale à l'américaine. Hein. Donc, en France, on est un peu ailleurs, mais aussi, en tout cas. Mais bref, voilà, l'idée, c'est que l'araignée, du coup, en réalité virtuelle, elle va générer exactement la même émotion, c'est-à-dire l'anxiété, chez le patient. Et donc, on va s'en servir pour les araignées, mais aussi pour des situations beaucoup plus complexes. Par exemple, le vertige. On va pouvoir, en réalité virtuelle, faire marcher le patient sur une planche qui est suspendue au-dessus du vide. Vous pensez bien qu'in vivo, on ne pourrait pas faire ça. J'avais vu aussi que c'était utilisé par exemple, pour des traumatismes lourds, des stress post-traumatiques ou des scènes de viol où ils font revivre la scène. Ouais, alors là, comment c'est ça peut aider la question éthique au niveau recherche, on se la pose aussi. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même l'armée américaine qui a d'abord investi dans ce genre de technologie qui était extrêmement chère. Et donc les vétérans, c'était un peu la première cible à soigner, parce qu'effectivement, au niveau du syndrome post-traumatique, il y avait beaucoup de cas. Donc, la réalité virtuelle a été utilisée pour recréer en fait la situation traumatique avec le militaire, et même avec, comme vous disiez, donc au niveau sensoriel, une immersion maximale. On va utiliser les gants tactiles, parfois même les odeurs, le pistolet, enfin, etc. Sinon, on a aussi une expérience de Hoffman, hein, c'est un chercheur américain, toujours un neurologue, qui est assez ancienne, où en fait il avait utilisé la réalité virtuelle dans le traitement des grands brûlés, et il utilisait un jeu qui s'appelle Snowball, où en fait le grand brûlé est immergé dans un environnement plein de neige, plein de glace, et les résultats ont démontré en fait une diminution de la sensation de douleur. Hein. Donc là on revient sur ce qu'on disait sur le cerveau tout à l'heure, on connaît vraiment pas grand-chose, mais ça marche. Et donc effectivement, voilà, ça apporte vraiment quelque chose au niveau des soins. Alors sur le viol, je reviens sur votre question. Oui, effectivement. Hein, d'ailleurs, chez Bouchard, là, il y a un petit programme parce que du coup, il développe lui-même voilà, ses applications. Donc, c'est vraiment super de pouvoir avoir toute la chaîne en fait, de développement pour avoir un produit adapté à la psycho. Et du coup, oui, il y a un programme qui recrée une situation d'agression. En fait, il y a un homme qui est dans un bar, donc vous êtes dans le bar. Et puis, en fait, à un moment, on vous demande de sortir, donc vous sortez. Puis là, l'homme vous suit. Vous devez prendre le bus, il vient s'asseoir, puis progressivement, il se rapproche. Moi, j'ai essayé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il va mettre la main sur votre épaule. Et ben, j'ai sursauté. Alors qu'il n'y a aucun contact physique, vous voyez. Donc là, on est bien dans justement l'immersion et la présence, surtout le sentiment de présence par rapport à l'émotion qui est ressentie. Il y a autre chose, ça va sûrement vous faire hurler. Hein, donc c'est de la recherche, mais c'est aussi utilisé au niveau judiciaire, toujours au Canada. On est un peu à la traîne en France à ce niveau-là, en psycho. Donc c'est par rapport aux pédophiles. Moi j'ai un collègue qui travaille à l'UQAM, donc l'Université de Montréal, avec la prison, un centre pénitentiaire et un hôpital, pour évaluer en fait la dangerosité des pédophiles. Et là on va les immerger dans un environnement piscine où il va y avoir des enfants en maillot de bain. Et on va mesurer les réactions même physiologiques du détenu pour voir si on peut le mettre en liberté conditionnelle, surveillée ou autre. Donc voilà, effectivement au niveau éthique ça pose question. Mais en même temps, on ne pourrait absolument pas faire cette expérience avec de vrais enfants. Donc voilà, c'est toujours l'enjeu de la réalité virtuelle. C'est ce que nous promet justement la réalité virtuelle, c'est que tout est imaginable. Non, même juste pour parler d'éthique, ce qui s'est passé aux États-Unis, les tueurs de masse, il y a Stanford VR, c'est vraiment la référence mondiale. Regardez tous leurs écrits. Ils disaient justement le responsable de... Parce que c'est vraiment de l'actualité, je suis désolé, mais bon, c'était éventuellement les terroristes à utiliser. Oui, il faut le dire, peut-être que demain, des terroristes vont utiliser justement la réalité virtuelle dans des mondes virtuels pour s'entraîner. C'est vraiment l'idée, s'entraîner. Et le fait que la réalité virtuelle a un impact mémoriel beaucoup plus grand. Donc lui, justement, le chercheur disait qu'il fallait éviter justement que dans le monde virtuel, on crée à l'image des lois physiques du monde réel. Donc il faut le poids du pistolet, la trajectoire des balles, le fait éventuellement de ne pas avoir du sang lorsque l'impact de la balle. Donc oui, on en revient un petit peu, c'est flippant parce qu'il y aura le pire et le meilleur à l'image de l'humain, pas oublier. Voilà, un autre usage un peu plus, là on en parle à la prise de parole en public. Je sais qu'il y a des écoles françaises qui travaillent sur ça, justement, la prise de parole en public. Chez moi, là je ne peux pas avoir 200 personnes chez moi, même ma copine elle a un peu marre parce qu'à chaque fois je répète mes discours, mes bouts de... donc elle ne peut pas se multiplier, sauf qu'en réalité virtuelle tout est possible, donc en claquant des doigts je peux avoir 300 personnes en face de moi. Et voilà, donc c'est vraiment 10, 20, 30, etc. Et demain, peut-être vous allez avoir des formes d'IA, entre guillemets, qui vont analyser le timbre de ma voix, qui vont me dire si je me tiens bien, pas, etc., etc. Donc, encore une fois, on a fait pendant une demi-heure, mais il y a plein de champs autour
des technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée qui sont parfois bien plus passionnantes que le jeu. En tout cas, abordé. Mais c'est le cas, hein, je veux dire, il y en a qui travaillent, après, ce n'est pas forcément mis en lumière par les masses médias. Et on parlait justement tout à l'heure des progrès qui avaient été faits en matière d'image, de champ de vision, etc. Ce qui fait qu'on a l'impression que finalement, ce qu'on voit en réalité virtuelle se rapproche de plus en plus de la réalité, entre guillemets. Est-ce que l'humain est capable de faire la distinction à chaque fois? Cette question. Par exemple, je sais qu'on a le Vertige. Il y avait alors je ne sais plus le nom de ce jeu, mais il y avait un jeu qui consistait à être sur une sorte de câble, en réalité virtuelle, et à passer entre les deux tours jumelles. Et en fait, ils ont dû enlever la sensation de chute. C'était en lien notamment avec le 11 septembre, mais aussi parce que apparemment c'était un peu trop inquiétant de chuter dans l'image. Enfin, ça montre que c'est quand même très réaliste. Alors nous, en psycho et surtout en neuro, il y a un effet qui a été observé en fait très tôt par rapport à l'usage de la réalité virtuelle. C'est ce qu'on appelle la cinétose. En mot normal, c'est le mal des transports en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça quand elles ont le casque ou elles sont complètement enfermées. Alors, pour avoir essayé la voûte, c'est un peu différent quand on voit justement sur le côté l'environnement tel qu'il est. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le fait de ressentir son propre corps finalement dans un environnement qui, lui, est numérique. Et tu as un lien avec l'oreille interne et compagnie, hein. Ça, c'est l'équilibre. Donc, justement, c'est ça, c'est le vertige, c'est le mal des transports. Et c'est ce qu'on ressent, mais on n'arrive pas à déterminer pourquoi certaines personnes l'ont et pas d'autres. Pour l'instant, oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont le vertige en VR, d'autres pas du tout. On ne sait pas pourquoi, du coup. Tout à fait. Non, ce qui va être sûr, par contre, c'est qu'au niveau du sentiment de présence, parce que nous, on distingue l'immersion qui est liée vraiment aux capacités technologiques de l'environnement. Il y a des environnements plus immersifs que d'autres. Si on a un gant tactile, on est plus immergé que si on n'en a pas. Et après, il y a le sentiment de présence qui, lui, est vraiment très subjectif, en fait. C'est-à-dire que le sentiment de présence, on peut l'avoir, par exemple, en regardant un film, vous voyez, parce qu'on est dedans. Et là, c'est beaucoup plus lié au vécu émotionnel, justement. Donc, ça change d'un individu à un autre. Et je suppose que le fait de ressentir avec plusieurs sens la réalité virtuelle aussi... ça immerge un peu plus, carrément. On en est où là-dessus? On en est à l'aptique arrive petit à petit. Là. On testait justement à Laval Virtuelle, au salon de la réalité virtuelle, un gant de Manus VR, ça s'appelle. C'est un gant avec des résistances à l'intérieur. Et donc, du coup, on relie tout ça par un logiciel qui s'appelle Unity. Et il y a beaucoup de développement derrière. Mais donc, du coup, on arrive à ressentir à peu près et à allier ce qu'on va vous faire ressentir dans le gant, dans le virtuel, à du réel, réalité mixée, où on touche des choses en vrai. Et en fait, c'est autre chose dans notre virtuel. Donc, du coup, on commence à s'y approcher. Mais c'est pareil, c'est toujours pas encore... Le truc le plus fou que j'ai vu, c'est au Laval Virtuel, on prend un gant, et en fait, on ferme les yeux et on serre la main et ça nous fait la sensation comme si on cassait un œuf. Et c'est assez bluffant. Regardez sur Internet, cherchez, parce que c'est l'expérience, je trouve, la plus proche du réel que j'ai pu ressentir aujourd'hui. Mais l'haptique, c'est du retour de force par électricité. Donc, du coup, il y a des combinaisons maintenant qui se font aussi, qui font ressentir le chaud, le froid, qui font ressentir une approche de matière, mais on n'arrive pas, on n'est pas encore assez précis quand même pour descendre très très bas dans les matières. Par contre, je rejoins aussi tout à l'heure ce qu'on disait, c'est la chambre magique de l'entraînement, le virtuel en fait, avant le réel. Donc en fait, vous colportez ça à tous les cas d'utilisation. Même là, moi je parle devant vous tous, ça peut mettre un peu la pression avant de rentrer. J'aurais pu m'entraîner ce matin à la maison et être un peu plus à l'aise. Donc du coup, c'est la chambre de tout. Vous allez sortir, prenez le métro, imaginez il y a un incendie, pourquoi vous n'êtes pas déjà entraîné? Ensuite, vous allez ailleurs, même ce soir à la maison, vous faites des crêpes et puis il y a la casserole qui tombe sur votre bébé, pourquoi vous n'êtes pas entraîné à réagir? Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses finalement que on n'apprend pas, que le système éducatif aujourd'hui ne nous apprend pas forcément. Et en fait, ces choses-là, vous allez pouvoir vous entraîner et l'apprendre petit à petit dans le virtuel. Désolé pour l'exemple. Oui, après les enfants, il y a un truc sur les enfants. Des crêpes ce soir. Sachant que dans le monde virtuel, on a le don de l'ubiquité, donc l'espace et le temps vont devenir des notions obsolètes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la SF et compagnie. Je parle de science-fiction, mais c'est tout cela science-fiction. Hein. Je veux dire, les GAFA, ils le pensent. Ils ont même embauché des auteurs de science-fiction. Magic Leap, je ne sais pas si vous connaissez Magic Leap, les lunettes, ils ont embauché un auteur de science-fiction. Si vous ne le pensez pas science-fiction, c'est que vous ne le pensez pas du tout, en fait. Hein. Après, moi, je suis artiste et je bosse en ce moment pour des médias, etc.
encore une fois, voilà, donc effectivement, c'était sur le côté, c'est même l'éducation, de faire refaire vivre un événement historique par des élèves, que 30 élèves puissent vivre un élément historique. Donc il y a un impact mémoriel, ce que je disais un petit peu avant, qui est face à un nouveau médium qu'il faut absolument explorer. Et c'est pour ça que même on parle aussi, il y a un certain nombre de médias qui disent que c'est la VR, c'est un peu le bid. Enfin, donc pour une entreprise, c'est un peu l'image aussi du simulateur de vol pour les pilotes de ligne. Donc c'est pas nouveau, sauf que les simulateurs, aujourd'hui, ils coûtent 1 million, maintenant ils coûtent 5 000 euros, et pour une boîte, c'est rien, 5 000 euros. Donc de pouvoir s'entraîner dans des mondes virtuels avec tout type de scénario, mais tout est imaginable, donc justement. Donc je trouve que c'est vraiment le moment de s'y mettre, entre guillemets, en tant que designer, en tant que développeur, artiste, etc. etc. Et j'ai l'impression que là, vous avez la belle représentation entre vous deux, justement, de ce qu'est la technologie. C'est quelqu'un qui est créatif, qui imagine et qui envoie loin les objectifs, et quelqu'un qui est scientifique et qui est bloqué quand même par l'état de l'art et toutes les... On peut être créatif en étant scientifique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais jamais eu d'invention. En fait, c'est vrai, pardon, je suis désolé. Mais c'est vraiment pour imager, en fait. J'ai l'impression que la technologie, enfin, je l'imagine souvent comme ça. C'est un chalutier qui avance avec un filet. Dans ce filet-là, il y a des gros poissons, type les GAFA, dont tu parles depuis tout à l'heure. Donc, il y a Google, Apple, Amazon, Facebook, les BATX aussi, en Chine, etc. Et du coup, on a le droit, nous, petites structures, maintenant, de venir graviter à côté d'eux et de savoir la même chose, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de la recherche de Facebook avec ses milliards, mais il y a quand même un état de l'art, il y a quand même, oui, les moyens font le développement des cas d'utilisation, mais il y a quand même, voilà, scientifiquement parlant, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, et même avec des milliards, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc on arrive à naviguer à peu près dans leur bassin à eux aussi et voir un petit peu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains challengers qui peuvent prendre le relais et qui peuvent dépasser ces GAFA très très vite. Mais cette espèce de chalutier qui avance avec ce filet, tous les poissons à l'intérieur, on est tous bloqués par ce filet. Ce filet, c'est juste l'avancée technologique et scientifique. J'ai l'impression, je me le dis souvent comme ça. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a les créatifs, c'est des créatifs scientifiques, mais il y a les créatifs. Luc Besson à l'époque avec ses voitures qui volent, etc. Enfin voilà, on envoie des idées loin, Black Mirror et compagnie. Et après, les scientifiques créatifs, ils courent après et ils développent avec les boîtes ou autres. Et puis on essaie de reproduire toutes ces choses-là. Oui. Ouais. Oui, non, c'est. Puis faut faire attention. C'est aussi le futur du smartphone. Hein. Donc pour les GAFA, pour les autres et compagnie, c'est pas juste l'idée. Artistes et compagnie, réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est le futur du smartphone. Donc Apple en train de bosser sur des lunettes. Oui. Et de la donnée, ouais. Oui, de la donnée, oui, exactement. Donc après, voilà, dans les mondes virtuels, on n'a encore rien vu. Mais voilà, c'est juste ces enjeux technologiques considérables. Aujourd'hui, on en parlait il y a 10 ans. Aujourd'hui, Facebook, Apple, etc. Apple donne le là. J'ai donné, ça se trouve, la même conférence il y a 10 ans, parce que maintenant Apple, avec ses 100 millions de smartphones, donc qui fait toute la différence. Donc c'est eux qui donnent le là, mais il ne faut pas croire, ils bossent sur des lunettes, et c'est l'idée du next step, même du mobile. Donc pour Facebook, pour Apple, pour les GAFA, pour les gros et compagnie, c'est les interfaces vocales, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'IA, etc., etc. On peut mettre, toutes ces briques vont s'imbriquer de toute façon. Mais voilà, c'est aussi des enjeux industriels considérables. Hein. C'est pas moi le premier, moi je me fous un peu comme dans nos 40. Voilà, j'ai pas de boîte, enfin quoique je vais peut-être en monter une. Mais voilà, c'est vraiment l'idée du futur de l'interface homme-machine. Voilà. Et sans transition, je vais passer à un autre extrait, qui est là, The Men Against Fire. Your roaches. But I seen roaches. I seen them, the fucking... like, Animals? The monsters, I seen them. The implant made you see this. Villagers, huh? The locals, they ain't army,
got no mask in their heads. They're scared of the roaches. They hate the fucking thing. Everybody hates us. Yeah, but what the fuck do they see? Huh? Fucking Sips, when they look at a roach, what do they see? What you see now. They hate all the same because it's what they've been told. Du coup, donc là, ce qu'on voit, c'est clairement un homme qui s'est fait, entre guillemets, manipuler par l'armée pour créer une sorte de haine envers une communauté donnée. On va aller du coup encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des États qui s'intéressent ou des institutions à des utilisations de la réalité virtuelle? Peut-être pas à ce point, clairement, mais est-ce que ça existe ou pas? Des États qui... j'ai pas trop de connaissances, je suis français, j'évolue en France, donc aujourd'hui, avec la France, on bosse plutôt sur de l'intelligence artificielle et puis du tracking facial, de la reconnaissance dans les endroits un peu dangereux, type les aéroports et compagnie. En réalité virtuelle, je crois que si, il y a eu des simulations. Vous savez, ceux qui rentrent du combat et qui ont vécu des scènes un peu d'horreur, du coup, pour activer un processus psycho, mais je pense que tu seras mieux en parler que nous, mais on nous avait demandé à une époque justement de filmer dans des endroits où ça craignait, quoi. C'était le vrai combat pour préparer et entraîner les personnes justement à ce qui allait se passer. Donc c'est plutôt une préparation psychologique, mais j'ai pas encore d'expérience ou de référence dans l'entraînement de l'armée française ou quoi que ce soit en réalité virtuelle pour l'instant. Non. Oui, donc effectivement, pour le traitement du syndrome post-traumatique, comme je disais tout à l'heure, la réalité virtuelle est utilisée en simulant des environnements qui vont ressembler le plus possible à la situation de guerre du soldat. Après, c'est vrai que l'armée, quand même, utilise, je pense, des technologies qui sont quand même assez élaborées. Et par rapport à la simulation, il y a probablement des choses qui sont proposées pour entraîner, effectivement. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi les drones, justement. Je vois le mot drone, mais aujourd'hui, l'armée, c'est les drones. Donc, ça, c'est déjà une certaine déshumanisation du combat, quoi. Malgré tout, ça va aider à tuer sans état d'âme. Bon, là, c'est un exemple différent dans l'extrait. Et du coup, c'est aussi utilisé en amont, c'est ça, pour préparer Ouais, de l'entraînement, encore une fois, cette chambre magique dont on parlait tout à l'heure, de l'entraînement avant le réel, c'est de la simulation sans conséquence. Donc, vu que c'est de la simulation sans conséquence, autant l'utiliser à toutes les sauces, quoi, carrément. Et autant ne pas envoyer des gens là-bas non formés et qui soient directement entraînés à ces choses-là. Mais on n'a pas encore réalisé Là, les derniers trucs assez fous qu'on ait fait en termes de simulation, c'est plutôt pour des parcs d'attractions. Je ne sais pas si vous avez vu le Futuroscope avec le tour à côté de Sébastien Loeb. Voilà, on a bossé sur ce truc-là. Donc, on arrive à faire des simulations de masse. Et ça fait croire vraiment à tous les gens, mais on n'a pas eu encore, mettons, l'armée qui commande un bâtiment tout entier, tout traqué, avec justement des gens qui se déplacent avec des jetpacks. Donc vous savez que maintenant, le HTC Vive, là, qui est aujourd'hui un des meilleurs hardware pour faire ces simulations, vous pouvez mettre votre petit ordinateur dans un sac à dos derrière, et puis vous pouvez être complètement autonome. Donc on bosse sur des escape games, on bosse sur des choses comme ça, des choses qui commencent à simuler vraiment, mais je pense que c'est aussi secret défense pas mal ce qui se passe, et il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps dire. Oui, dans l'épisode, en l'occurrence, à un moment, on voit, c'est avant qu'ils prennent d'assaut un bâtiment, ils le voient en réalité virtuelle, enfin ils voient une petite modélisation du carrément. bâtiment. Ça, c'est faisable. Ouais, de la vie, tu voulais parler peut-être. Ouais. La modélisation, encore une fois, le terrain d'entraînement, la modélisation avant, et on repère. Avant, on dessinait ça, je sais pas, vous avez pour expérience, mettons la police, avant une intervention, elle dessine ça sur le sol, ou un match de foot pour faire la stratégie, on dessine ça sur le sol. Demain, on peut très bien utiliser ces outils électroniques pour pouvoir simuler une intervention, simuler n'importe quoi. On arrive à mieux projeter en fait notre future réalité, et donc à mieux s'étager, et donc à mieux imaginer, et donc à être plus efficace. En fait, comme pour tout aussi, c'est de l'entraînement, et tant que ça augmente la productivité et la rentabilité, c'est opérationnel et ça marche, et c'est une voie qu'il faut explorer. Et à l'inverse, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Non, mais c'est sur les développements de la réalité augmentée. Alors aux États-Unis, comme d'hab, ils ont 5 ans d'avance. On appelle ça l'AR Cloud. Alors, encore une fois, quand je dis ça à certains, qu'est-ce que je veux dire ? C'est une copie digitale à l'échelle 1-1.
Donc on parlait justement aujourd'hui, vous avez bon nombre de capteurs. De l'AR Cloud, c'est le futur justement de la réalité augmentée. Ça s'appelle comme ça. C'est ce qui va permettre justement aujourd'hui Pokémon Go par exemple, où vous voyez que les Pokémon que sur une surface horizontale. Demain, vous allez avoir des Pokémon qui volent. Vous allez éventuellement, moi si je laisse un graphe là, si je graphe en réalité augmentée et que je le laisse à mes amis, automatiquement avec mes lunettes d'ici 5 ans, il apparaîtra. Donc voilà, c'est des développements à l'heure actuelle, parce qu'on parle même beaucoup des lunettes. Il y a plein d'écrits, hein. L'AR Cloud, ou même une copie digitale à l'échelle 1.1, c'est le futur de la réalité augmentée. On parlait justement par rapport à ça, par rapport à l'armée. Oui, encore une fois, on a qu'au balbutiement, et beaucoup d'entreprises américaines qui s'y mettent. Par contre, nous, les Français, on est encore un peu à la traîne, quoi. Mais c'est pour revenir au gouvernement. Après, c'est pas le gouvernement, mais c'était. Je sais que le gouvernement sous Obama avait lancé un concours de repenser l'éducation à l'ère des technologies immersives. Si on parle beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est les deux. C'est pas. Il y a aussi beaucoup d'écrits. On peut passer. Peut-être que demain on aura des lunettes qui vont passer la réalité augmentée en réalité virtuelle. Donc, par exemple, je regarde un match de foot. J'ai le match de foot sur ma petite table et éventuellement, et si le joueur de foot me demande de venir dans le stade, donc là je vais passer en réalité virtuelle. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est les deux bien pensés. Et pour revenir au gouvernement, donc, il y avait le gouvernement américain sous Obama qui avait lancé un concours. Donc chapeau, parce que le gouvernement français qui lance un concours sur ça, donc de repenser totalement l'éducation, le système éducatif. C'est un concours. Après, nous on a avec des amis, on a déposé un dossier. Voilà, après, oui, l'armée américaine, forcément, s'inspire on travaille sur ce sujet-là aussi. Mais bon, je préfère, moi, bosser sur repenser le système éducatif en réalité virtuelle, en réalité augmentée, quoi. Et souvent, la France aussi, on a un peu de retard. Je reprends les 5 ans de retard que tu disais. Et je reviens sur un autre truc aussi des technologies. C'est qu'on parle là aujourd'hui de virtuel, de réalité virtuelle, réalité augmentée, mais de toute façon, vous connaissez un peu la fusion des technologies, et petit à petit, on va aller vers les NBIC et vers du coup un merging entre l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, parce que c'est de la diffusion, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais pour capter, il va falloir que j'utilise du computer vision et que je mette de l'intelligence dedans. Et pour revenir sur l'État, regardez ce qui se passe en Chine, regardez les avancées démoniaques que font le gouvernement chinois sur le tracking des personnes, en gros, hein, vous vous baladez dans quelques rues en Chine, vous êtes traqué par des caméras, vous êtes reconnu et vous ne pouvez plus faire exactement... enfin, en tout cas, il faut se tenir à carreau. Et alors qu'ici, on a la GDPR, la loi de protection des données qui arrête beaucoup d'avancées technologiques et de ça. Donc, c'est toujours pareil. Déjà, l'État, c'est pas le même partout. Et c'est pas les mêmes avancées technologiques dans tous les pays. Et ensuite, il y a la technologie, bon, et cet état de l'art dont je vous parlais tout à l'heure, mais en même temps, la loi et ce qu'on peut en faire et comment on peut utiliser toutes ces données-là. Aujourd'hui, on est contraint quand même en France. On est beaucoup contraint par toute cette proposition de loi. Et il va falloir, en tout cas, l'éthique est bien protégée pour l'instant, quoi. Et on avance avec l'armée, pas de la même manière que font la Chine. On reviendra sur la loi juste après. Juste à ce niveau-là, on parlait ensemble d'une application du coup qui s'appelle NOAD. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, parce que c'est un petit peu l'inverse en fait. C'est dans le sens, je trouve que c'est une manière entre guillemets de je sais pas comment dire, de contrer un système entre guillemets. Ah, mais c'est encore une fois, c'est l'image du médium, hein. Effectivement, NOAD-app, elle existe. C'est une application sur mobile et tablette qui remplace les pubs par des œuvres d'art. Voilà, donc après, encore une fois, je vais me répéter, mais ça dépend de ce que nous, on a envie de faire du médium. Éviter le terme réalité augmentée en français, le penser ajout d'information. Il y en a plein d'autres aussi, effectivement, c'est de remplacer, de mettre des œuvres d'art. Je sais qu'il y a Steve Mann, par exemple, là on parlait des caméras de surveillance. Steve Mann, il faut vraiment le connaître, c'est le mec qui porte des lunettes depuis 30 ans. Oui, il s'est même vissé sur la tête. Donc, comparé, moi, dans mon court-métrage, c'est Peanut, en fait. Avec même des lentilles, lui, c'est vissé. Donc, lui, voilà, c'est une vision aussi activiste, si tant est, voilà, on peut dire ça activiste. Et lui, c'est l'idée de rendre visible l'invisible. Donc, lui, il a bossé. Tout est documenté sur Internet. Vous pouvez même le construire, éventuellement, un dispositif qui permet de de rendre visible le champ des caméras de surveillance. J'ai bien dit le champ des caméras, pas juste la position de la caméra de surveillance. Et donc, il y a des artistes aussi qui se sont dit... Donc, c'est pour ça que
rendre visible l'invisible, où moi je parle de super pouvoir, donc forcément ça peut faire peur, mais demain peut-être qu'on va pouvoir voir la pollution, voir éventuellement d'autres mécanismes invisibles, parce que nous n'avons pas les bons capteurs au niveau des yeux, mais lorsqu'on va coupler ça avec les bons capteurs au niveau des lunettes, peut-être qu'on va voir l'invisible. Donc c'est pour ça que Steve Mann bosse sur ça, c'est vraiment une approche passionnante. Et je crois qu'il y avait un article qui disait se déplacer d'un point A à un point B en évitant toutes les caméras de surveillance. Donc oui, la Tébiste aussi s'empare de ce médium-là. Je ne sais pas, je crois qu'il y avait dans un musée aussi, il y avait éventuellement de montrer toutes les œuvres d'art qui ont été volées en réalité augmentée. Donc voilà, après il y a pléthore d'applications, hein, encore une fois, c'est notre imaginaire, la seule limite c'est notre imaginaire en dehors de l'aspect technique, hein, j'entends bien, aujourd'hui nous sommes qu'aux prémices de la réalité augmentée, il y a plein de développements, etc. Mais c'est des choses vraiment passionnantes. Pour se faire une idée, je conseille des médias et d'autres, pour se faire une idée du futur de la réalité augmentée, suivez quelques artistes ou lisez la science-fiction. Après, ce n'est pas le futur, c'est des futurs possibles. Malheureusement, les GAFA s'inspirent largement de la science-fiction. Mais voilà, c'est des choses passionnantes, effectivement. Activisme et réalité augmentée. Lui, il appelle ça la réalité augmentée phénoménologique. Et ceux qui veulent remplacer les œuvres d'art, les pubs par des œuvres d'art, ils appellent ça la réalité améliorée. Voilà, j'améliore mon quotidien, ce que je perçois, voilà. Donc c'est des choses passionnantes et tout écrit sur Internet. Encore faut-il être un petit peu curieux, voilà. J'ai un autre use case, si vous voulez, sur la réalité augmentée et les IA et de ça. On a bossé, enlever l'éthique aussi, enlever tous les trucs, c'est de la science. On a avancé, en fait, on regarde la télé et l'objectif d'une grande chaîne de télévision française est de supprimer la page de publicité. Vous savez, la course aux millennials, la course à la télé à la demande, la course à tout ça. Ben, ils nous ont demandé de bosser sur de la vision par ordinateur, donc capter ce qui se passe à la télé, donc regarder les surfaces. Imaginez, ben, nous, on est un plan, on est une scène, d'accord ? Au lieu d'avoir une page de publicité juste derrière avec, je sais pas, Coca-Cola qui va faire un spot de 20 secondes, et ben, la télévision, en fait, elle s'est automatiquement repérée, un programme s'est automatiquement repéré les surfaces et peut poser une bouteille de Coca-Cola en 3D dans votre télé. Et en fait, la mettre, c'est comme du placement produit, mais sans pré-production et sans post-production. C'est du temps réel. Donc imaginez cet outil demain où vous êtes l'acheteur en tout cas l'acheteur de Coca-Cola et vous voulez acheter des passes de publicité. C'est plus des pages de 20 secondes avec des spots à tourner, mais c'est du placement produit, tant de temps, pendant la journée, de manière automatique et sur des programmes qui sont plutôt sur telle et telle cible. Et ça, c'est possible aujourd'hui. On arrive avec des phénomènes de scam, c'est-à-dire de scanning. En fait, c'est ce que fait la réalité augmentée. Hein. Quand vous voulez projeter un petit hologramme sur le sol, c'est qu'en fait, l'image vous dit, là, il y a une surface qui est assez plane, je vais pouvoir projeter mon hologramme. Et en fait, ça le fait aussi dans la vidéo, dans la télé. C'est de l'analyse d'image. Donc, imaginez, sur le 20h, sur la table devant, on pourrait avoir tout un tas de choses qui est en fonction de vous, qui êtes les cibles de la consommation. Alors, c'est pour ça que je disais, mettez pas l'éthique, parce que toujours pareil, hein, on commence à enquêter avec un peu d'argent dans les endroits qui sont porteurs en termes de rémunération. Et donc, du coup, les avancées techno se font souvent sur des programmes qui rapportent de l'argent aux gens. Et du coup, mais c'était pour vous montrer la possibilité justement du scanning, de la captation intelligente et de la rétroprojection d'hologrammes ou de réalité augmentée à l'intérieur de programmes déjà tournés. Je suppose que peut-être d'un point de vue psychologique, de voir un objet devant nous, est-ce que c'est pas plus efficace qu'une pub classique qu'on s'apprête Oui, en tout cas par rapport justement aux addictions, il y a eu des travaux en réalité virtuelle, hein, où on allait justement stimuler la tentation du consommateur avec des images en plus ou moins réalistes, hein, mais là encore c'est comme les araignées, c'est-à-dire que quand on a un lien affectif particulier avec l'objet, il semble plus réel. Est-ce que d'ailleurs, c'est une question que je me posais, est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce que là on parlait justement tout à l'heure de par exemple aider pour les traumatismes, etc. Là on parle d'addiction, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes un petit peu comme l'hypnose entre guillemets ou avec la réalité virtuelle ou Justement, ouais, c'est très proche. C'est vrai que souvent on se fait cette réflexion. Tous les processus de visualisation qu'on a à l'intérieur de notre cerveau en fait sont produits grâce à la réalité virtuelle. Ça veut dire que on est dans le champ de la réalité psychique en réalité. Donc là, c'est pas technologique. C'est-à-dire qu'il y a des images, encore une fois, qui nous parlent plus que d'autres.
Vous avez une boîte qui fait ça, elle était à Virtuality au salon, on a bossé un peu avec eux, c'est HypnoVR. Allez voir, c'est de l'hypnose en VR en fait, c'est comment challenger on en parlait tout à l'heure, mais les anesthésistes des hôpitaux. Bah, c'est en fait, on vous fait vivre une situation qui vous met en hypnose et puis on est en train de tester les premières opérations sans sédatif. Ça fait peur. Angoissant. Et on va passer du coup au dernier extrait qui est encore Main Against Fire. What is that? That's your consent video from when you signed up 6 months ago. Basically, it says you agree to mass implant activation. Huh? I didn't do this. Yes, you It's did. kind of like hypnosis. Yeah, alright. Part of what you're agreeing to is not realizing you've been put in this state. If you follow me, you won't recall this conversation. Yo, that's kind of funny, man. Turn it off. So for you to register consent, Turn it I'm off, gonna man. need your thumbprint there. All right here? Yes, please. That's dope. I didn't do that. I don't remember that. Just like the man said. Now you're upset. Fuck you! What's happening? You control what you see, Stripe. Donc là, du coup, c'est un peu ce dont on parlait finalement avec l'hypnose, et ça permet aussi de revenir sur cette question du consentement qu'on a abordé tout à l'heure. Enfin, au niveau de la loi, je ne sais pas comment est recueilli le consentement pour la VR. Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent la VR généralement? Non, les lois que tout le monde connaît aujourd'hui, il n'y a pas de loi spéciale sur la VR, si ce n'est la protection des données dont on parlait juste avant. Ça sera mise en place en mai prochain. Ouais, et on doit déjà se mettre dans le rang, nous, quand même. Et non, en fait, ça me dérange ce genre de série. Ça me dérange pour pas mal de choses. Ça me dérange parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, les deux axes, créatif et scientifique, mais ça me dérange parce que ça fait flipper l'opinion publique, vraiment, le général, et puis on me pose des tas de questions à chaque fois sur l'éthique. Je me fais souvent challenger dans des conférences ou même face à des gens qui n'ont pas trop envie de voir changer le système. Alors c'est top, hein, ça nous divertit, on passe un peu de temps à la maison sur notre canapé à essayer d'imaginer ou on s'inspirait de l'imagination d'autres pour regarder ce qu'est la technologie. Mais nous, ça nous met un frein quand même parce que du coup, ça fait aller dans l'axe de la peur. Et souvent, on dit qu'on raisonne entre amour et peur. Restez dans l'amour avec les technologies, allez pas trop dans la peur, parce que la vérité, c'est que ça freine beaucoup de choses, beaucoup de cas d'usage. Alors, je sais qu'il faut faire attention à tous les gens qui l'utilisent, et il faut faire attention à comment on va construire, et que les GAFA, dont on parlait tout à l'heure, ils ont des milliards à investir sur des choses qui sont souvent portées sur la consommation, la rentabilité, etc., et sur le futur du smartphone et la captation de toutes les données. Mais on va y aller tranquille, on n'est pas con quand même dans cette salle, et je pense qu'on peut reprojeter un peu notre intelligence à l'extérieur. Voilà, c'est à prendre avec demi-mesure. C'est oui, une belle avancée créative, mais pas une avancée technologique, et ça n'existera pas comme ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai pas envie de le vivre, et je suis sûr qu'il n'y en a pas un dans la salle qui veut le vivre non plus. Donc on décide aussi de comment on va orienter les choses. Après, sur les lois, je vais être dur, et j'espère qu'il n'y a pas trop de monde des lois dans la salle, mais on leur apprend, quoi. C'est aujourd'hui, ils sont un peu has-been sur beaucoup de choses, et puis j'étais aux réunions parlementaires sur l'intelligence artificielle, j'hallucine sur la moyenne d'âge, j'hallucine sur la manière d'en parler. C'est des buzzwords à plus en finir sur l'intelligence artificielle, mais en fait, ça ne veut plus rien dire. L'intelligence artificielle, c'est des milliers de technologies en dessous, l'intelligence artificielle, et qui sont toutes aussi différentes les unes des autres. Du computer vision n'est pas pareil que du natural language processing ou autre, donc de la captation de voix et de la captation d'images. Donc en fait, il y a beaucoup d'avancées, ça va vite grâce à l'avancée de la puissance de calcul et grâce à l'intérêt de tout le monde pour cette espèce de phénomène d'attraction, mais à la fois de répulsion des nouvelles technologies. Là où je mets un gros warning, c'est que ça ira pas plus vite que la musique, hein. C'est nous qui avançons et on le fait. Vérifiez bien que les usages soient tous ensemble, hein. C'est une intelligence commune, que les usages soient faits pour le bien de l'humanité. Mais arrêtons de mettre un drapeau un panneau interdit ou un truc warning, parce que
ça nous freine aussi sur l'utilisation des bonnes choses et ça nous freine à déployer. Et donc du coup, ça, c'est à regarder avec un œil critique. Hein. C'est comme tout. La science-fiction, c'est avec un œil critique, tout un tas de choses avec un œil critique. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que vous en retenez que non, la technologie, elle va pas nous tuer. Et est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, à défaut de loi, à la limite, un code d'éthique, quelque chose pour encadrer les productions ? Je pense qu'il faudrait, mais il faudrait d'abord former, quoi. D'abord former, d'abord apprendre, d'abord expliquer comment ça marche, que ces comités éthiques aussi n'aient plus 83 ans et puis qu'ils viennent un peu dans les laboratoires pour voir ce qui s'y passe et comment ça se passe et comment on avance. Donc oui, bien sûr, il faut un cadre. On est né dessus, on est à l'aise quand il y en a un, donc autant continuer à en mettre un et pour réguler nos intelligences. Mais après, le savoir là-dedans est complexe et multiple et du coup, il faut s'y intéresser, quoi. Il faut s'y intéresser, il faut venir apprendre, il faut venir voir ce que ça fait vraiment et pas essayer de spéculer sur de l'imaginaire, ce qu'on fait trop souvent, je trouve. Oui, en parlant d'imaginaire, dès qu'on parle grand public d'intelligence artificielle, 99% des gens, on pense à Terminator Skynet. C'est faux. Enfin, même à un moment donné, quand tu dialogues avec les chercheurs en intelligence artificielle, c'est pas ça le futur. Donc c'est pour ça juste une vision, pas être technophobe, techno-utopiste, comme quoi ça va réduire tous les maux de la société, mais arrêter aussi, même ça, voilà, c'est très bien. Après, effectivement, c'est une vision dystopique. Il en faut. Mais juste à un moment donné, le futur de l'IA, ce n'est pas Terminator. Après, ce qu'on en parlait un petit peu avant, ça fait vendre. Les Ready Player One, je l'ai vu, je ne vais pas spoiler, mais il y a d'autres, on en parle depuis une heure, plein d'usages passionnants, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, vision activiste, vision artistique, et d'autres, etc. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, il y a aussi d'autres courants, donc ça, je sais qu'ils sont un peu dans le courant dystopique assumé. Ça fait vendre aussi en termes d'entrée dans un film. Les producteurs mettent plus d'argent sur quelque chose de dystopique. Minority Report, bon nombre de... En plus, il a tout pompé sur Philippe K. Dick, en plus, Monsieur Spielberg. Voilà, il y a bon nombre de dystopies, sauf que c'est un des courants de la science-fiction. Donc juste pour finir, il y a d'autres courants. Donc Neil Stephenson, qui est un des papes de la réalité virtuelle, qui a conceptualisé Second Life et qui va peut-être conceptualiser le futur de Facebook. En plus, il aura zéro argent. Maintenant, il est chez Magic Leap. Hein. Il a été embauché par Magic Leap en tant que Chief Futurist Officer. Donc forcément, il essaie de nous imaginer un monde où on aura tous des lunettes ou des lentilles de contact en réalité augmentée d'ici 20 ans. Mais voilà, lui, il a aussi essayé de créer un autre mouvement plus utopique de science-fiction, le solarpunk, qui existe. Voilà, après, effectivement, c'est pas connu grand public. Solarpunk, il y a cyberpunk, nanopunk, nanotechnologie, psypunk, il y a toutes les préfixes avant le punk. Et solarpunk, voilà, c'est depuis vous tapez solarpunk, Neil Stephenson, il y a plein d'écrits justement. Donc solarpunk, c'est autour des technologies solaires, etc. Environnement. L'idée, voilà, de créer, comme là, je vais paraphraser Alain Damasio, une arme de construction massive. Voilà, c'est pas juste l'idée de créer justement un imaginaire un peu plus utopique et de ne pas se dire qu'on sera forcément pieds et mains liés par la technologie, il n'y a pas de futur. Donc voilà, donc je rejoins un petit peu William, ce n'est pas ça, c'est une vision, mais il faut vraiment essayer. Il y en a plein d'autres aussi, parfois bien plus passionnantes. Alors, je vais dire un petit mot. Justement, je trouvais intéressant que tu fasses référence à la technophobie, parce que justement, on est toujours, mais même avec Internet, même avant la réalité augmentée, en fait, hein, on est toujours sur une espèce de balance entre technophobie, technophilie. Est-ce que vraiment... on se rappelle, hein, fin des années 90, l'homme numérique, Négroponte, voilà, c'était un homme idéal, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus calme, beaucoup moins violent. Bon, 20 ans plus tard, effectivement, on fait le constat que non. La nature humaine n'a pas tant changé que ça. Par contre, effectivement, l'idée, c'est d'arriver à se situer un peu au milieu, c'est-à-dire entre ces deux extrêmes, et toujours dans un intérêt, encore une fois, humaniste. Et puis, au niveau de la science-fiction, juste mentionner Asimov, effectivement, qui est quand même un véritable prophète, hein, des technologies, et qui a permis, je pense, à des gens de l'industrie ou des chercheurs de créer des outils qui sont très, très utiles. Moi, je travaille beaucoup avec la visioconférence. Bon, Asimov l'avait pensé dans les années 40-50, quoi, je veux dire. Donc,
Et ben, ça fera office de conclusion. Je ne sais pas si on peut passer aux questions. Je ne sais pas du tout où sont les micros. Il y en a normalement qui sont prêts à se balader parmi vous. Mais... il va falloir que quelqu'un se dévoue pour la première question. C'est bon. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez légitime la position qu'a Elon Musk? En 2 minutes? Vous avez le droit à 3 minutes. Oui. Il est magique quand même. Il est magique en marketing. Il est magique sur sa manière de communiquer. Il est hyper direct avec tout le monde. Il fait rêver, parce que le mec, il tient à bout de bras quand même 3 industries énormes. Enfin, c'est un truc débile. Ça marche, en plus, ce qu'il fait, même si c'est à risque et ça crame beaucoup de cash en ce moment. Il y en a qui disent, pour être un peu proche de certains investisseurs de toutes ces boîtes, ils disent, on commence à le regarder avec un œil un peu plus méfiant quand même, parce que c'est bien d'engager, mais à un moment, c'est facile de se prendre les pieds dans le tapis aussi. Donc, financièrement parlant, ils commencent à le regarder et ils nourrissent encore de cash toutes ces lubies, mais ça va commencer à freiner si ça ne concrétise pas. Là. On le voit avec le modèle 3 et la fameuse Gigafactory qui doit sortir en sortant tant de pièces par jour, etc. Bah là, il commence un peu à merder. Ouais, sa position, elle est énorme. C'est un gars qui est considéré comme un visionnaire, qui veut tous nous emmener sur Mars, qui ouvre le champ des possibles. Alors, il a choisi Mars comme il aurait pu choisir autre chose, mais c'est un rêve de gosse et ça montre à tout le monde que, regardez, plus je suis taré, plus j'y crois et plus j'ai envie d'envoyer, plus ça peut fonctionner. Et puis je peux aussi utiliser de nouveaux codes. Donc, moi, c'est un gars, pour le coup, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il engage sur beaucoup de grands débats et grands sujets aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément fait que sur de la possession de données, tu vois, ce n'est pas fait que sur vous vendre des smartphones ou quoi que ce soit, mais c'est fait sur l'amélioration générale de notre quotidien et pourquoi pas l'évolution de notre quotidien. Donc ouais, c'est un gars que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il prend un peu beaucoup de risques. Et le terme risque en ce moment, je pense qu'il a son paroxysme avec lui, ouais, vraiment. Donc voilà, ouais, c'est quelqu'un que j'admire vraiment, mais que je regarde avec un œil quand même critique en me disant, est-ce qu'il n'est pas too much? Oui, enfin, je n'ai pas de réponse. Je sais que c'est un grand amateur aussi de science-fiction, parce qu'il parle de Neuralink. En fait, c'est la boîte. Il y en a d'autres aussi qui bossent. Hein. Après, moi qui ai monté un média aussi, le prisme des médias, il n'y a pas que lui qui bosse sur des implants. Donc, Neuralink, c'est un implant. L'idée, c'est aussi. Donc, je parlais un peu d'IA. L'idée, c'est aussi de bosser avec la technologie. C'est pas beaucoup de part d'intelligence humaine plus d'IA. Et jusqu'où l'IA va nous rendre plus humains, d'une certaine manière. Nous sommes, à bien des égards, nous sommes des robots. Je ne parle pas de moi, mais général. Hein. Voilà, enfin bon, c'est un autre sujet. Non, mais Neuralink, en fait, c'est l'idée d'avoir un implant, de coupler l'intelligence humaine avec un implant, justement, jusqu'où on va pouvoir fusionner avec Internet. Donc il y en a plein qui bossent sur ça. Effectivement, c'est tiré d'inspiration de science-fiction. C'est Culture, c'était une série de science-fiction, justement, de Ian Banks. Donc enfin bon, après moi je ne vais pas parler de ce qu'il fait exactement, mais c'est un grand amateur de science-fiction. Ian Banks, Culture, c'est aussi passionnant à lire. Est-ce que lui, ils vont en faire un produit? Je ne sais pas. Est-ce que moi je serais envie de l'avoir, l'implant? Je ne sais pas. Vaste question. Alors juste, mais ça, c'est pas vraiment réponse à la question, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'on est des robots? Je crois qu'effectivement ça fait partie un peu de la mythologie de la cyberculture. L'idée qu'on va pouvoir créer, en tout cas, je pense à Wiener, hein, quand même, qui avait quand même théorisé l'idée que l'ordinateur serait la réplique d'un cerveau humain. Et du coup, aussi compétent. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'en matière de traitement d'information, effectivement, bah oui, les machines ont gagné. Au niveau de l'émotion, par contre, on a beaucoup de mal. Hein. Et donc, on reste des humains. On n'est pas complètement des robots encore. Non, mais c'est dans la façon vis-à-vis du travail, en fait. Les tâches répétitives, je parle. Oui, tu disais en partie. Oui, c'est en vrai. partie. Mais je pense qu'il faut défendre justement notre humanité. Un vaste débat encore. Merci. Merci pour ta question. Oui. Allô? Bonjour. Moi, je voulais parler des écueils de la série dont vous parlez. Je pense qu'ils sont vrais, mais en même temps,
vous avez souvent cité Apple et toutes les compagnies. Et est-ce que c'est pas difficile d'être technophobe quand on... Enfin, moi, je pense personnellement que toutes ces compagnies, elles ont l'intérêt que le profit. Et tout ce qui est éthique, tout ça, elles s'en foutent un peu. Donc, est-ce que c'est pas un peu difficile d'avoir peur de pas avoir peur de la technologie quand on sait les objectifs de certaines compagnies? Ouais, carrément. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie de les plier en deux, ces sociétés. Mais ça va être dur. Non, mais regarde, tu prends une bagnole. Une bagnole, tout le monde peut se tuer avec. Pourtant, tout le monde l'utilise. Tu prends tout un tas de choses dans la vie de tous les jours, en fait. Tout est à risque. Donc, on pourra en parler vraiment, vraiment longtemps sur tous les aspects. Mais c'est vrai que, tu vois, je suis comme toi. Je sais très bien que Apple, que Facebook, etc., c'est pour du profit, il y a des gros actionnaires derrière. Enfin, je veux dire, même si le sentiment était ésotérique et complètement altruiste à la base quand on lance un projet, ben voilà, la croissance est financée par des gros investisseurs ou aujourd'hui, quand vous entendez parler de levée de fonds ou même n'importe quelle acquisition, ça parle d'argent et d'indicateurs financiers derrière. Oui. Et moi, j'ai décidé de m'en servir un petit peu, donc j'essaye de construire... J'avais une histoire qui pouvait aussi tout à l'heure être racontée. C'est imaginez aussi que Black Mirror, on le renverse et je sais pas, moi je stresse toujours, enfin, de gagner de l'argent chaque mois. J'ai des potes qui en ont plus, qui sont au chômage et qui se posent plein de questions sur le sens de la vie, sur comment on est accroché à un système, à une base sociétale qui est complexe pour nous. Cette course à être heureux parce que j'ai un peu de sous, j'ai des gens qui m'entourent et puis je vis une vie pleine de divertissement, de voyages, etc. Mais tout ça, alors, on ne sait pas vivre avec rien. Donc imaginez ces technologies-là, un jour aussi, elles viennent balayer toute cette accroche, tout cet emprisonnement à notre société, à notre système, et elle permet aussi de nous reconcentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire, je connais, pour avoir été très proche de gens très malades, des gens qui, par le mindset, la positivité, réussissent à s'en sortir. Il y a des positionnements psychologiques qui font que, voilà, on passe des étapes, la force du mental. Donc si, en fait, je te réponds, oui, je suis complètement d'accord avec toi, et cette question-là, elle m'anime tous les jours, mais à la fois, si, comme je disais au début, les technologies sont des escaliers, et on va arriver à la fin à un système sociétal complètement remplacé et autogéré par justement ces technologies, et nous, on se concentre sur nous, notre manière de penser, d'apprendre, de digérer, de se comporter, d'être intelligent à plusieurs. Et en fait, nous, on s'est oublié dans tout ça. L'argent, il est à côté, et c'est ce pourquoi on se bat, mais si nous-mêmes étaient plus intéressants que l'argent, est-ce qu'on n'irait pas justement enquêter un peu plus là-dedans? Donc, et c'est un peu aussi la trajectoire que donne finalement un Elon Musk, on parle à l'instant, c'est, ben voilà, il commence avec des bagnoles, après il fait des fusées, après il met des sous dans Neuralink et compagnie, et si Neuralink, alors on parle d'implant, mais moi je suis plutôt autour du non-intrusif, si on réussit à comprendre le cerveau, à interpréter ses signaux, à tout un tas de choses, ben c'est le biologique qui va gagner finalement. Et on ne veut pas forcément l'intrusion du technologique dans notre biologique, on veut que le technologique vienne challenger notre biologique et vienne le faire performer. Donc si la techno peut me rendre plus intelligent, bah je dis oui. Après, au milieu, il se passe tout un tas de choses, tu vois, et je suis d'accord avec toi. Essayons de pas trop faire confiance à tout ça et regarder comment on fait. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas d'autre arme. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de sans tomber dans la technophobie, d'être toujours un petit peu méfiant, entre guillemets. Enfin, je pense notamment à un exemple, c'est Google, je ne sais plus comment s'appelle le projet, mais ils ont développé des sortes de petites lunettes en carton, en cardboard, c'est ça, voilà, et qui servent notamment dans des écoles où les enfants n'ont pas les moyens d'aller en sortie scolaire pour visiter des choses et d'autres. C'est un très beau projet en soi, on se dit bah, c'est chouette, les enfants ils peuvent aller dans des endroits qui ne sont jamais vus. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un aspect derrière potentiellement financier, entre guillemets. C'est aussi une manière de familiariser ses enfants avec leur marque, etc. Donc sans être technophobe, il faut être méfiant. Oui, puis après, enfin, c'est un autre débat, mais la notion de technologie, certains considèrent que le papier est une technologie. Hein. Donc il faut arrêter aussi avec les nouvelles technologies. Juste Michel Serres, que nous apportent les nouvelles technologies? C'est un sujet passionnant qui dure une conférence passionnante qui dure 1h30 sur l'exodarwinisme. Donc juste arrêter aussi avec le terme technologie, comme quoi ça nous a formés depuis le début de l'humanité. Voilà, mais je pense que c'est un autre débat aussi. Mais bon, il faut aussi se poser des questions sur le terme technologie. Voilà, mais bon, après, je vais un peu me répéter, mais ne pas être très technophobe ou techno-utopiste, mais de prendre un peu de recul par rapport à ça.
Oui, bonjour. Donc, je vais essayer de formuler ma question de façon compréhensible. Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu raté le thème de Black Mirror, en fait. Le thème de Black Mirror, c'est la moralité. Et en fait, depuis le début, on dit non, l'éthique, c'est pas très important. C'est un peu dommage. La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui... Alors moi, je suis un grand passionné de réalité virtuelle. J'ai le Rift, j'ai acheté le prototype précédent, enfin voilà, je suis vraiment dedans à 100%. Mais, on va dire, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau quand on utilise la réalité virtuelle, dont on n'a pas du tout parlé là actuellement. Typiquement, quand on commence à l'utiliser, il peut arriver quand on ressort après des longues sessions, surtout les premières fois, quand on prend son téléphone et qu'on scrolle en fait sur l'écran, qu'on n'arrive plus à reconnaître sa main comme sa propre main. Et donc, pendant quelques secondes, on se dit, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être dans une autre réalité. Et en fait, la réalité virtuelle, ça change tout notre rapport à la réalité. Et donc, il faut être extrêmement vigilant aux gens qui vont créer ces mondes pour nous, parce qu'ils ont des idéologies. Et donc, à partir du moment où on accepte ces réalités comme étant vraies, automatiquement, il faut être très vigilant à ce que les gens veulent nous mettre dedans. Et en fait, quand on nous dit de façon extrêmement, on va dire, nonchalante, que demain, on pourra nous mettre des cannes de coca devant nous, c'est limite irresponsable, sans vouloir être... Et donc, ma question, c'est comment est-ce que vous arrivez à réconcilier ça? Parce que la moralité, c'est super important, c'est ça qui devrait nous driver. Et c'est pas le cas là, de ce que j'entends. J'ai envie de dire oui, vous avez complètement raison. C'est ça qui devrait nous driver. Mais après, effectivement, la loi du marché, c'est aussi quelque chose de très important dans notre société et pas seulement au niveau de la technologie. C'est tout le combat, je dirais, entre qu'est-ce qu'on va défendre comme valeur et qu'est-ce qu'on subit comme pression aussi dès l'enfance, d'ailleurs, pour acheter, pour avoir, pour du coup exister au sein d'une société qui crée des codes. Donc oui, il faut que cette réflexion éthique, déontologique persiste, et puis il faut qu'on crée des usages humanistes, comme je disais, de ces techniques, ce qui est aussi possible. En télémédecine, par exemple, on voit bien les progrès quand même qui sont permis. Donc on ne peut pas tout condamner, mais on ne peut pas tout valider, et effectivement, il faut toujours un curseur qui nous permette de voir si on respecte les valeurs humaines, qui encore une fois sont toujours les mêmes. On respecte la vie, on respecte les enfants, les personnes vulnérables, les handicapés, voilà. Mais nous, par exemple, en psychopatho extrême, il y a une recherche quand même qui est passionnante, qui a été faite en Angleterre avec des schizophrènes. Donc la schizophrénie, c'est quand même une des maladies mentales les plus graves. C'est des patients extrêmement fragiles. Il y a un chercheur anglais qui a osé utiliser la réalité virtuelle pour permettre aux schizophrènes en fait, de représenter les voix qu'il a dans sa tête avec des avatars du coup très, très réels. Et ce que ça a produit pour plusieurs adultes schizophrènes, c'est qu'ils ont réussi à faire la différence au bout d'un certain nombre de séances avec le psychologue, bien sûr, ils n'étaient pas tout seuls, entre leur voix et puis justement la réalité. Ça leur a permis de mieux appréhender la réalité et de ne pas être envahis par leurs hallucinations. Donc vous voyez, on peut tout imaginer, mais effectivement, il faut le penser. Il ne faut pas que le consommer, il faut le penser, même avant de le consommer. Oui, il faut s'approprier. Il faut s'approprier, puis il faut savoir ce qu'on transmet. C'est-à-dire qu'on a aussi un rôle par rapport aux générations qui arrivent. Très clairement, je vois, moi, au niveau d'Internet, il y a beaucoup de parents qui se sont sentis un peu exclus par rapport à leurs enfants, leurs ados, qui maîtrisaient mieux toutes ces technologies qu'eux. Du coup, ils ne les ont pas vraiment accompagnés dans les usages. Et c'est là que un enfant ou un ado qui est livré à lui-même va faire des bêtises, on ne peut pas s'étonner. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a vraiment un travail à faire, je pense, qui est pour l'instant insuffisant. Je vais te répondre. J'étais visé un peu, je pensais. Déjà, on est à une conférence où on doit dire un maximum de cas d'utilisation. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de montrer scientifiquement et techniquement ce qui était possible en cas d'utilisation. Et j'ai mis entre guillemets le mot éthique juste avant pour essayer de le sortir. Je ne connaissais pas ce que tu as dit sur le fait de ne plus reconnaître sa main après 1 heure. Et j'y suis resté plusieurs heures et ça ne m'est jamais arrivé. Le truc que ça... je ne l'ai jamais trop vu non plus, donc je suis curieux de savoir le papier ou la personne qui t'a dit ça, parce que ça m'intéresse. On bosse quand même, sur tout un tas de choses éthiques, mais après, tu sais, moi je suis une entreprise. Moi j'emploie 50 personnes. De ces 50 personnes-là, l'URSSAF le 15, et la TVA le 20, et les salaires le 30. On ne me parle jamais d'éthique là-dedans. Alors je suis obligé, moi, d'être responsable en tant que gérant de cette entreprise, et quelques personnes sont dans la salle qui bossent avec moi sur ces sujets-là, et je peux que t'ouvrir
les portes de mon entreprise pour te montrer comment on traite l'éthique, pour que ça te rassure. Parce que non, ce n'est pas un sujet qui est écarté. Bien sûr, dans mon discours sur un faible échantillon de mes pensées, ça l'est peut-être et c'est comme ça que tu l'as reçu. Mais je t'invite vraiment et de manière très très altruiste à venir voir comment on aborde les choses et qu'est-ce qu'on refuse et qu'est-ce qu'on optimise. Mais il y a tout un tas de choses, oui, qu'on ne va pas voir et qu'on maîtrise avec éthique. Mais tu vois, ton mot éthique, il est très libre finalement parce qu'il est de mon jugement à moi sur les technologies que j'exploite. Donc en fait, il n'y a personne qui contrôle aujourd'hui ce que je fais. Et c'est ma bonne éducation qui fait que mon entreprise va dans l'endroit où elle va. Tu vois un peu le truc. Donc je suis d'accord avec toi sur le phénomène de... Alors t'es très dur quand tu dis qu'on est complètement à côté du sujet et que Black Mirror, c'est la morale et que c'est ci et que c'est ça. Mais bon, en fait, viens, on discute ensuite et viens voir l'entreprise. Mais aujourd'hui, en France et ailleurs, je pense qu'il n'y a pas forcément dans la micro-production de petits projets qu'on fait pour les entreprises, on écoute souvent ce qu'elles veulent parce qu'elles nous payent et elles nous permettent d'avancer et de continuer à faire notre R&D. C'est un peu ce cercle-là. Je réponds un peu ? Merci. Et si l'aspect, justement avec cette main-là, moi non plus je ne connaissais pas du tout le fait qu'on puisse ne pas reconnaître, mais je me souviens d'un jeu vidéo dont j'ai complètement oublié le nom, qui était dans une maison, en fait ça se passait dans une maison et c'était un jeu vidéo d'horreur. Et en gros c'était un jeu dans le jeu, c'est-à-dire que dans le jeu vous étiez devant un écran et vous jouiez à cet écran, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, et du coup les gens effectivement se plaignaient entre guillemets du fait qu'à un moment c'est difficile de reconnaître ce qu'est la réalité dans la réalité, enfin c'était un peu compliqué. Je pense que ça se rejoint un petit peu. Oui, juste après, il n'y a rien de nouveau sur les cocotiers, hein, malheureusement. C'est pas lié à la VR ou à la VR ou la R. Juste un petit exemple, je sais qu'il y en a qui bossent sur l'étiquetage alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne file pas l'information de savoir ce qu'il y a dans les produits et compagnie. Donc je sais qu'il y en a qui bossent en réalité augmentée parce qu'on aura la main mise sur... C'est un exemple parmi d'autres, hein, j'entends bien. Hein. Sauf qu'encore une fois, c'est à nous de l'approprier et compagnie. Donc je sais qu'il y en a qui bossent sur ça, d'avoir les vraies informations des produits qu'on consomme. Voilà, ce que les producteurs ne veulent pas qu'on nous donne comme information, on n'a pas besoin de réalité augmentée pour ça, hein, j'entends bien. Hein. Juste avoir une application, un smartphone, je veux dire. Mais voilà, après... c'est tout le temps la question qu'on me pose. Je sais, c'est tout le temps un peu la réponse que je donne, mais c'est à l'image de l'humain. On aura le pire et le meilleur, mais ne pas oublier. Parfois, dans les médias, c'est une vision un peu tronquée, une vision un peu... je parlais de l'IA, tout le monde pense que c'est éventuellement un scénario à la Skynet, etc. Il y a plein d'autres usages. Voilà, donc après, il faut effectivement creuser et s'approprier ce médium. Je vais passer une réponse, mais en tout cas... Bonjour, j'ai une question, je suis là. Je voulais savoir par rapport à la proprioception, on parle sûrement des humanoïdes, et en fait, par rapport au handicap aussi, quelqu'un qui a perdu un membre, je voulais savoir si vous travaillez sur ce genre de choses ou pas. Parce qu'il peut y avoir aussi de l'addiction, j'imagine, à quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités, et se retrouver dans la réalité virtuelle, et avoir une réalité augmentée pour lui en tout cas. Voilà. Alors ça, c'est l'humain augmenté, effectivement, c'est quand même quelque chose qu'on travaille un peu par rapport au cas concerné. Il y a quand même peu de gens équipés aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on a des exemples de sportifs, etc. Mais dans la rue, on croise assez peu de gens qui ont des membres, justement, robotiques. Mais ce qu'on étudie beaucoup aussi, c'est la relation de l'humain avec le robot, et notamment le robot humanoïde. Alors là, on est sur Black Mirror, mais il y a Real Humans, la série suédoise ou norvégienne, qui va imaginer la société avec les robots. Et ça, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Et au niveau de la loi aussi, ça pose tout un tas de questions. Et comment on s'attache à un robot humanoïde Il y a Sherry Turkle du MIT qui dit quand même que l'avantage du robot, c'est qu'on peut s'attacher de façon sécure parce qu'il ne va jamais mourir. Donc... voilà. Alors, je m'éloigne un peu de votre question. Hein. Effectivement, je pense que pour revenir donc sur les membres robotiques qu'on rajoute à des gens qui ont perdu une jambe ou autre, il y a peut-être des personnes qui arrivent au bout d'un moment à les intégrer comme faisant vraiment partie de leur corps. Je pense que c'est très subjectif, encore une fois, parce que l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur le fait de voir votre main, encore une fois, c'est lié à la proprioception, et d'une personne à l'autre, ça change. Donc là-dessus, je n'ai pas de réponse générale, hein, mais... Ma question, en fait, c'était plutôt l'inverse. La réalité virtuelle, ça permet à quelqu'un aussi d'imaginer quelque chose
comme un membre qu'il n'a plus, et donc pour apprendre à utiliser quelque chose qu'il n'a plus. Mais dans la réalité virtuelle, pas dans la robotique. Comme un peu de la simulation et de l'entraînement en fait à utiliser un nouveau truc, ouais, carrément. D'ailleurs, Samsung en fait sa pub. Ah ouais. Bah oui, en fait, je crois que c'est la rééducation d'une personne handicapée. Il a plus, je crois oui, c'est ça. Effectivement, il a plus de jambes ou il lui manque une jambe, et en réalité virtuelle, il a l'impression de sur une plage. Non, sur une plage, voilà, exactement. Ouais. Mais Par rapport à cette pub, moi quand j'ai vu, j'ai été choquée en fait. Je l'ai trouvée extrêmement violente. Parce que cette personne, elle va vers la rééducation, elle a eu un traumatisme. On l'a mis en immersion dans un environnement. Elle voit ses jambes, elle peut sentir le soleil, elle voit l'eau, et là on enlève. Donc là, elle trouve la motivation, elle a le courage. Elle reprend vie et fait je vais y aller. On enlève le casque. Qu'est-ce qui se passe? Elle a sa prothèse. Alors je pense que c'est plutôt le marketing pour moi qui sont. Je sais pas. J'ai trouvé ça très maladroit. Parce que dans ce cas, peut-être que dans l'immersion, elle aurait peut-être dû garder sa prothèse. Essayer de trouver un juste milieu entre son quotidien et l'avenir et les projections qu'elle pourrait avoir. Et quand j'ai vu ça, j'étais furieuse. Là, je fais alors, t'as cassé ta télé là. Alors par contre, on utilise aussi la réalité virtuelle avec les anorexiques, hein, les personnes qui ont des problèmes avec l'image de leur corps, hein, c'est-à-dire qu'ils vont voir leur corps déformé par rapport à leurs problèmes psychologiques. Et là, c'est très utile de réajuster les deux. Oui, après, juste ce que tu as dit, après moi, je n'ai pas vu beaucoup de recherches, mais il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là. Hein. Après, effectivement, c'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que nous sommes à l'ère de la démocratisation de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on parle d'un casque à 500 €, ça se trouve dans 2-3 ans, il sera à 300 €. Donc ces cas d'usage, c'est vraiment ces problématiques d'éthique, de ci, de ça, c'est vraiment maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Enfin, de toute façon, après, moi, j'y crois pas trop. Hein. L'humain est tellement bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est un débat. Je sais qu'il y a aussi, par exemple, des lunettes. Alors, c'est pas de la réalité virtuelle augmentée, mais pour les daltoniens, en fait, il y en a certains qui arrivent à voir un peu mieux certaines couleurs avec des lunettes. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose aussi de savoir est-ce que c'est bien en fait de leur montrer les couleurs et puis d'un coup ils enlèvent les lunettes et ben en fait non, c'est pas mieux. Enfin, c'est dur de se mettre à leur place. Exactement. Soi-même on ne peut pas imaginer, on n'est pas l'autre, on peut essayer de s'en rapprocher à chaque fois au fur et à mesure, mais ça peut être dangereux. Donc c'est compliqué. Après dans les recherches, jusqu'où ça améliore justement le rétablissement aussi. Donc après eux ils en ont fait une pub, d'accord, mais au-delà de la pub, il faut vraiment chercher dans les travaux de recherche, ça améliore. Je sais qu'on parlait des grands brûlés aussi, ou même de l'isolement. Bon voilà, encore une fois, on en revient tout le temps à la même problématique, c'est de comment on s'empare du médium, quoi. En dehors des problématiques de marketing, hein, j'entends bien. Il y avait une toute petite dernière question, je crois que quelqu'un a encore le micro. Oui, en fait, c'était plus par rapport à la psychologie. Est-ce que ça ne peut pas créer des troubles psychologiques ? Parce que, par exemple, on voit déjà avec les réseaux sociaux, Facebook, etc., qu'il y a de nombreux suicides ou de personnes qui sombrent dans des dépressions parce que, justement, ce rapport entre notre vie virtuelle et notre vraie vie et ce qu'on projette et ce qu'on a envie de montrer aux autres et en fait la réalité. Et du coup, est-ce que ça peut pas engendrer aussi des troubles psychologiques ? Alors, donc, je vais répondre côté psy. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands problèmes qui ont été étudiés en psychopathologie depuis qu'on utilise de plus en plus ces technologies. Il y a l'addiction. Il y a eu le grand, j'ai envie de dire, mythe de l'addiction aux jeux vidéo, qui a été brandi par beaucoup de psychiatres, psychologues pendant longtemps, parce que je pense qu'on était à une époque où justement cette pratique du jeu n'était pas connue des psys. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un écart générationnel qui faisait que c'était très inquiétant parce que très nouveau comme comportement chez l'enfant, chez l'ado. Donc on n'avait pas les outils pour l'analyser par rapport à ce qu'on connaissait. Et du coup, on a quand même projeté pas mal nos inquiétudes, et ça c'est classique, sur les enfants. Moi j'ai organisé en 2013 un colloque qui s'appelait Enfants mutants à la Cité des Sciences. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup d'inquiétudes pour nos enfants et très peu de recul sur nos pratiques d'adultes en fait. Alors l'addiction, il faut savoir qu'aujourd'hui quand même ça a fait son chemin parce qu'il y a des psys qui ont milité pour que ça soit inscrit comme une maladie mentale, donc dans les classifications psychopathologiques. Et l'OMS a récemment dit oui, c'est-à-dire que la dernière version de la classification internationale des maladies prévoit le gaming disorder, qui est donc la maladie du jeu. Ça c'est quand même intéressant d'intégrer ça parce que ça veut dire que demain,
si on veut, hein, c'est toujours au choix du professionnel, on pourra faire un diagnostic de gaming disorder. L'UNICEF donc a sorti un rapport suite à la décision de l'OMS sur justement le fait que du coup ça deviendrait pathologique chez les enfants de jouer. On va, s'inquiéter qu'un enfant joue. Alors la question c'est vraiment comment on joue et à quoi on joue. En ce qui concerne le jeu vidéo, en fait le problème c'est qu'on doit aller plus loin dans l'analyse du comportement. On ne peut pas rester sur l'enfant joue, donc c'est dangereux. Vous voyez bien que jouer à Candy Crush et jouer à Call of Duty quand on a 8 ans, c'est pas tout à fait pareil. Et ça va pas du coup avoir le même impact pour l'enfant. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut quand même connaître les usages, connaître les types de jeux avant de pouvoir parler d'addiction ou de comportement excessif par rapport à un jeu. Aujourd'hui, l'inquiétude c'est beaucoup donc le cyberharcèlement. Je pense que les suicides auxquels vous faisiez référence par rapport aux réseaux sociaux, c'est souvent des cas de cyberharcèlement, notamment Amanda Todd, qui est malheureusement très connue, qui avait posté effectivement une vidéo sur YouTube 3 mois avant de se suicider pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait depuis 2 ans. Alors, les recherches sur le cyberharcèlement en psychologie sont de plus en plus nombreuses. Il y a un plan en France actuellement contre le harcèlement. Il y a un numéro national, Stop au harcèlement. Et les professionnels commencent à se former au cyberharcèlement parce qu'ils ne savent pas du tout comment le repérer, comment répondre. Même légalement, c'est compliqué. Parce que justement, comme ça sort des murs des collèges et des lycées, il y a eu des réaménagements. Depuis très peu de temps, les directeurs d'établissements scolaires sont responsables. Ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Donc bref, tout ça pour dire que par exemple, sur le cyberharcèlement, on voit bien que les enfants qui subissent du cyberharcèlement sont aussi harcelés à l'école. En fait, le cyberharcèlement, c'est le prolongement d'un harcèlement qui se fait à l'école. On pourrait en parler peut-être dans certains lieux de travail pour des adultes aussi. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un phénomène nouveau, on est sur une nouvelle forme de quelque chose qu'on connaît déjà en psychopathologie. Et le problème, c'est le repérage. C'est-à-dire que justement, là encore, les professionnels n'ont pas su bien repérer le problème, ce qui explique le nombre de suicides qu'on a eu, parce qu'il y avait peut-être aussi des résistances à voir ce qui se passait sur Internet. En tout cas, chez les psychologues, c'est très clair. Internet, ça reste un peu... on n'en parle pas trop en séance, en général. Il y a quelques ovnis comme moi, on est de plus en plus nombreux. Mais effectivement, quand on travaille avec les enfants et les ados, on ne peut pas se passer de leur poser la question « à quoi tu joues ?» Vous voyez, c'est tout simple. Et ça ouvre beaucoup de portes parce que les enfants savent ce que les adultes pensent de leurs usages des écrans. Il va bientôt falloir qu'on s'arrête, je suis désolée. On a une table ronde qui continue après. Merci beaucoup à tous les 4 et merci à vous d'avoir rempli cette verticale.